Les dents des écureuils ne cessent de pousser, mais les animaux les usent en rongeant des noix et d'autres aliments durs. L'avant des dents des rongeurs est en fait orange. C'est parce qu'elles sont recouvertes d'un émail spécial et résistant. Je parie que tu es content de ne pas avoir à t'occuper de ça. Certaines espèces d'oiseaux n'ont pas peur de grignoter des piments forts. C'est parce qu'ils ne peuvent pas sentir le piquant. Les piments brûlent ta bouche parce qu'ils contiennent un produit chimique spécial, la capsaïcine. Mais les oiseaux n'ont pas les papilles gustatives nécessaires pour en ressentir les effets. La corne du rhinocéros est faite de poils, ou du moins de la même protéine que celle qui compose tes cheveux et tes ongles. Cette protéine s'appelle la kératine. Une telle corne est assez unique, puisque d'autres animaux ont des cornes avec un centre osseux. Le pivert peut picorer le bois 20 fois par seconde. Ce rythme est presque trop élevé pour que l'œil humain puisse le remarquer. Combien de bois un pivert picoterait-il si un pivert pouvait picorer du bois ? Le nombre de coups de bec atteint souvent un total de 8 000 à 12 000 par jour. L'étoile de mer a des yeux, un à l'extrémité de chacun de ses bras. Ces yeux sont des groupes de cellules sensibles à la lumière. Les grenouilles n'ont pas besoin de boire d'eau. C'est leur peau qui leur permet de s'hydrater en absorbant l'eau tout en leur fournissant l'oxygène nécessaire à leur respiration. Cela pourrait faire gagner du temps. La plupart des espèces de chenilles ont environ 4000 muscles dans leur corps et près de 250 d'entre eux sont dans la tête seule. Les spirobranches arbres de Noël sont beaucoup plus beaux que tu peux l'imaginer. Mais même si ces petits sapins ont l'air superbes, les 2/3 du corps du ver sont cachés dans un tube de carbonate de calcium. Et quel est l'intérêt ? Eh bien, à vrai dire, je n'en sais rien. Les célèbres défenses des narvals sont en fait leurs dents qu'ils sont en quelque sorte retournées. Ces licornes des mers n'ont que 2 dents. Chez les mâles, l'une d'elles traverse la lèvre supérieure. Contrairement à tes dents, celle-ci est dure à l'intérieur et sensible et tendre à l'extérieur. Le fourmilier n'a pas de dents, mais ce n'est pas un problème. Cette créature a une langue super longue. Cette langue permet à l'animal de laper plus de 35 000 termites et fourmis par jour. C'est une façon comme une autre d'apaiser la faim. La puce peut sauter plus de 200 fois la longueur de son corps. Si les humains avaient cette capacité, ils sauteraient aussi haut que l'Empire State Building. Ouh! Les œufs de la rainette aux yeux rouges peuvent éclore plus tôt si elle sent que son environnement n'est pas sûr. Les petits animaux au métabolisme rapide voient au ralenti. Cela les aide à échapper à des créatures plus grandes. Les empreintes digitales des koalas sont très similaires à celles des humains. Parfois, les empreintes digitales de ces animaux sont même confondues avec les nôtres sur les scènes de crime. Probablement juste en Australie. La sueur de l'hippopotame est rose et ce n'est pas vraiment de la sueur, c'est un liquide huileux rougeâtre. Sa fonction n'est pas de refroidir le corps mais d'hydrater la peau et de la protéger. Ce fluide fonctionne également comme un antibiotique, donc si tu as un coup de soleil ou une coupure, tu peux t'enduire d'hippopotame. La peau des ours polaires est noire et les poils de leur fourrure sont creux et presque transparents. Ces animaux ont du pelage qui pousse même sur la partie inférieure de leurs pattes. Cela leur donne une meilleure prise sur la glace et les protège du froid. Certaines espèces de tarentules, parmi les plus grandes araignées du monde, peuvent vivre sans nourriture pendant plus de 2 ans. Moi, je les trouve toujours effrayantes. Les ornithorynques ferment les yeux quand ils s'embrassent, quand ils nagent. Ils ont des plis de peau spéciaux qui recouvrent leurs oreilles et leurs yeux. Ils empêchent l'eau de pénétrer à l'intérieur. Les narines de ces animaux sont également étanches. Les émeus ne peuvent pas marcher à reculons, mais les scientifiques ne savent pas pourquoi. Ces oiseaux qui ne volent pas sont les seuls à avoir des muscles aux mollets. Les émeus peuvent sprinter très rapidement. Ils peuvent aussi parcourir de longues distances, mais ils ne peuvent pas faire marche arrière. Les crocodiles ne peuvent pas bouger leur langue car elle est attachée au palais de leur bouche. Elle maintient la gorge fermée et protège les voies respiratoires de l'animal. Les serpents d'eau, les dauphins, les baleines, les alligators, les crocodiles et les tortues peuvent se noyer. Cela arrive s'ils doivent rester trop longtemps immergés. Ces animaux ne peuvent pas respirer dans l'eau, ils peuvent simplement retenir leur souffle pendant très longtemps. Une seule espèce d'oiseau peut voler à reculons, ce sont les colibris. Va donc parler à l'émeu. Ces petits oiseaux peuvent aussi battre des ailes jusqu'à 80 fois par seconde. Malgré l'apparence des musaraignes à trompe, ces petits animaux sont plus étroitement liés aux éléphants qu'aux musaraignes. C'est peut-être pour cela qu'ils ont un tel appendice nasal. Les musaraignes éléphants s'en servent pour grignoter des insectes. Les chats, ainsi que les autres félins, ne peuvent pas goûter les aliments sucrés. Ils n'ont pas les papilles gustatives nécessaires pour cela. Dommage, ça en fait plus pour moi.
les flamants roses, ne peuvent manger qu'avec la tête en bas. C'est pourquoi la partie inférieure de leur bec est massive, alors que la partie supérieure est mobile. Une telle disposition est parfaite pour se nourrir la tête en bas. Mais c'est l'opposé de ce qu'ont les autres oiseaux. Ce n'est pas facile d'être rose. La peau des tigres est aussi rayée que leur fourrure. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Lorsque les toucans dorment, ils se recroquevillent en de jolies boules serrées. Ces oiseaux tournent la tête de façon à ce que leur queue couvre leur tête et que le bec repose sur le dos. Donc oui, ils se mettent en boule. L'autruche a les plus grands yeux du règne animal. Ils sont plus massifs que le cerveau de l'oiseau. Chaque œil est aussi grand qu'une boule de billard. Tous les poissons clowns naissent mâles. Mais dans certaines circonstances, ils peuvent se transformer en femelles. Ce changement est irréversible. Contrairement à la plupart des poissons, lorsque les hippocampes s'accouplent, ils le font pour la vie. Encore plus mignon, lorsque les partenaires voyagent, ils se déplacent côte à côte et s'accrochent souvent à la queue l'un de l'autre. Le mâle se retrouve généralement à porter les bagages. Les termites ne dorment jamais, ils n'ont pas besoin de recharger leur batterie. Mais ils peuvent manger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils mangent à maison. Le paresseux a besoin de jusqu'à 2 semaines pour digérer sa nourriture. Et prends ton temps, pas de précipitation, il n'y a rien sur le planning. Les empreintes nasales des chiens peuvent être utilisées pour leur identification. Elles sont similaires aux empreintes digitales humaines et uniques pour chaque animal. Les hiboux n'ont pas de globe oculaire. À la place, ils ont des tubes oculaires qui ne bougent pas dans leurs orbites. Les pingouins n'ont pas d'oreilles externes, mais leur ouïe est exceptionnellement fine, surtout quand ils sont à l'affût des ours polaires. Les méduses sont composées à 98% d'eau. C'est pourquoi lorsqu'elles sont rejetées sur le rivage, leur corps peut s'évaporer dans l'air après quelques heures seulement. Si un embouteillage se produit sous l'eau, un alligator cédera toujours la place à un lamantin. En voilà de bonnes manières. Les grizzlies ont une morsure si puissante qu'ils peuvent écraser une boule de bowling. Il est donc préférable de les laisser gagner. Les pandas géants ne sont pas compliqués quant à l'endroit où ils dorment. Ils s'endorment généralement là où ils se trouvent. Dans la plupart des cas, sur le sol de la forêt. Les nouveau-nés du panda géant sont minuscules. Ils pèsent autant qu'une petite tasse de café et sont plus petits qu'une souris. Le poisson main rouge peut marcher sur le fond de l'océan à l'aide de ses paluches. Mais bien sûr, ce ne sont pas vraiment des mains, mais des nageoires évoluées. Vraiment. Les chats n'ont pas l'habitude de miauler entre eux. Une étude a montré que les félins utilisent ce mode de communication surtout pour attirer notre attention à nous, les humains. Et ça marche. Les paresseux ne peuvent pas frissonner. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop occupés à digérer leur repas vieux de 2 semaines. Leur fourrure est parfois couverte d'algues. Et quand ils sont trop chauds ou trop froids, leur métabolisme s'arrête. Pendant les périodes difficiles, les méduses immortelles se transforment pour retrouver l'état de leur prime jeunesse. Une fois qu'elles ont atteint le stade où elles ne sont plus qu'un amas de tissu mou, un peu comme moi, ces créatures recommencent à grandir. Et ce processus peut apparemment se répéter encore et encore. Les plus proches parents vivants du T-Rex sont les poulets et les autruches. Ne te retourne pas! La murène a une autre série de mâchoires qui peuvent sortir de sa gorge. D'abord, les mâchoires principales se referment autour d'une créature marine malchanceuse. Ensuite, la mâchoire supplémentaire saisit le futur repas de l'anguille avec ses dents pointant vers l'arrière et tranchantes comme des rasoirs. Et après cela, l'animal capturé est ramené dans la gorge de la murène. Et je viens de perdre mon appétit. Certaines espèces d'escargots ont une coquille poilue. Grâce à ces poils, les escargots peuvent mieux adhérer aux surfaces humides. Quand les baleines à bosse chassent, elles se rassemblent souvent en groupe et appliquent une tactique de filet à bulles pour attraper leur nourriture. Les bulles ne laissent pas les bancs de poissons s'échapper. Les léopards des neiges ne peuvent pas rugir comme les autres grands félins. Cela est dû à leur corde vocale moins développée. Mais ces animaux peuvent miauler, grogner, siffler et même ronronner. Pour ne pas s'éloigner de leur groupe, pendant la sieste, les loutres de mer se tiennent par la main. Elles peuvent aussi s'empêtrer dans des algues géantes dans le même but. Les lions sont souvent appelés les rois de la savane. Et moi qui croyais que c'était le roi de la jungle. Et pourtant, jusqu'à 90% de la chasse dans la troupe est effectuée par les femelles. Les mâles sont chargés de protéger le territoire et les membres de la troupe. Et ils font une délicieuse salade de pommes de terre connue sous le nom de Hakuna Patata. Les chats sont célèbres pour leur étonnante capacité à bouger leurs oreilles. Tout cela parce que les chatons ont 32 muscles dans chaque oreille externe.
Certaines espèces de requins peuvent briller dans le noir. Malheureusement, seuls les autres requins peuvent voir cette lueur verdâtre. Tu as jusqu'à 8000 papilles gustatives, mais ton chien n'en a qu'un peu plus de 1500. Le geais bleu peut imiter d'autres oiseaux. Son préféré est le cri du faucon. Le geais bleu l'utilise pour faire fuir les autres oiseaux de son territoire. Les loris lents sont incroyablement mignons et tout aussi perfides. Ce sont les seuls primates venimeux connus. Ils ont une glande située dans le creux de leurs bras. Elle sécrète des toxines qui peuvent avoir des conséquences très désagréables chez l'homme. Le bubal a une tactique d'évasion étonnante. Pour fuir les autres animaux, il se déplace en zigzag. Les grands dauphins ont des noms pour leurs congénères. Ce sont des sifflets spécifiques. Hé Bob! Hé Charlie! Hé Dolly! Salut les gars et merci pour le poisson! Les girafes ont une longue langue noire. Les scientifiques supposent que cette couleur pourrait protéger la langue des coups de soleil. Eh bien, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. À bientôt! Certaines chenilles d'Hawaï ont développé une habitude alimentaire proprement effrayante. Scieuses chenilles arpenteuses, qui sont des larves de géométridés, vont à l'encontre de toute norme et ignorent totalement ce que c'est que de manger des feuilles. Au lieu de cela, elles passent leur temps sur les feuilles et leurs tiges, en attendant que des insectes passent pour pouvoir les attraper rapidement avec leurs pattes munies de poils. Des scientifiques ont découvert un tas de ces petites chasseuses d'insectes dans les forêts hawaïennes et les ont élevées en laboratoire. Il se trouve qu'elles appartiennent à un groupe de chenilles appelé Eupithecia, qui se nourrissent ordinairement de plantes, de fleurs et de feuillages. Mais à Hawaï, une demi-douzaine de ces espèces d'Eupithecia ont décidé de devenir carnivores, en optant pour un régime à base d'insectes. Peut-être que tout le pollen de fleurs riches en protéines dont elles se nourrissaient les a aidées à révéler le prédateur qui sommeillait en elles. Grâce à l'absence de prédateurs venus du continent, ces chenilles arpenteuses ont pu prospérer dans l'écosystème de l'île, contrairement à d'autres espèces envahissantes qui causent des problèmes à la flore et à la faune locale. Ces chenilles carnivores ont justement évolué pour occuper la niche écologique généralement remplie par d'autres insectes, comme les menthes religieuses dans d'autres régions. Elles sont connues pour leurs attaques éclairs et n'ont besoin que d'environ 1/10 de seconde pour frapper et dévorer leur proie vivante. Espérons qu'elles ne deviendront pas plus grosses ou plus affamées. Les serpents à sonnette utilisent leur grelot emblématique pour avertir les prédateurs, comme les coyotes, de rester à l'écart ou de risquer la morsure. Cette sonnette a évolué à partir d'un simple secouement de la queue qui opérait comme un signal aposématique. Plutôt que d'utiliser leur sonnette pour attirer des partenaires, ce son sert à avertir du danger posé par les crocs venimeux du serpent. Eh bien, c'est gentil de prévenir. Ce bruit de sonnette provient des segments creux de peau morte qui s'entrechoquent à l'extrémité de la queue du reptile. Des recherches récentes ont montré que les serpents à sonnette ajustaient la vitesse du cliquetis en fonction de la proximité d'un prédateur, créant ainsi une ingénieuse illusion auditive pour dissuader les menaces potentielles. Cet usage du son aide les crotales à se défendre malgré leur propre incapacité à entendre ce son. Les coquilles Saint-Jacques ont une apparence distinctive et ressemblent à des palourdes de films d'horreur avec des tentacules et des yeux à l'intérieur de la bouche. Ce qui ne les empêche pas d'être délicieuses. Les scientifiques ont découvert que ces yeux, qui ressemblent à des baies, pourraient être comparés à des télescopes de pointe. Ils sont comme des miroirs carrelés, capables de créer des images complexes similaires à celles qu'obtiennent nos observatoires modernes. Fait intéressant, les coquilles Saint-Jacques n'ont pas de cerveau, mais leurs yeux sont capables de former des images d'objets flous. Contrairement à d'autres mollusques, comme les moules, les coquilles Saint-Jacques présentent une structure oculaire unique, similaire à celle des insectes. Ceci pourrait expliquer pourquoi les coquilles Saint-Jacques figurent parmi les quelques bivalves capables de nager. Les nombreux yeux d'une coquille Saint-Jacques peuvent l'aider à créer une image tridimensionnelle de son environnement, certains de ces yeux ayant une meilleure vision que d'autres. Ces yeux uniques pourraient potentiellement influencer la conception de futurs télescopes et inspirer la création de dispositifs compacts d'imagerie à grand champ. Alors, la prochaine fois que vous savourez un plat de coquilles Saint-Jacques, souvenez-vous que ces créatures ont jusqu'à 200 petits télescopes qui vous regardent manger. À quoi servent les os creux des oiseaux ? Les oiseaux présentent des adaptations uniques de leur squelette, cruciales pour pouvoir voler, et l'une d'entre elles se trouve être ces os creux. Aussi connus sous le nom d'os pneumatisés, ils contiennent des espaces d'air qui aident à absorber l'oxygène pendant le volume.
Ces poches d'air sont connectées à des zones creuses à l'intérieur des os de l'oiseau et permettent à ses poumons de s'étendre dans l'ensemble de sa structure squelettique. Ce système complexe aide les volatiles à absorber de l'oxygène lorsqu'ils respirent, augmentant ainsi les niveaux d'oxygène dans leur sang et leur fournissant l'énergie nécessaire au volume. Contrairement à une idée répandue, ces os creux ne rendent pas nécessairement l'oiseau plus léger. Des études montrent que les os des oiseaux sont en réalité plus lourds que ceux d'animaux de taille similaire. À vrai dire, le squelette d'un oiseau de 50 grammes est plus dense et plus lourd que celui d'une souris du même poids. Cette densité accrue se traduit par des os minces, plus rigides, plus robustes et moins susceptibles de se rompre. Parfois, les jambes ne sont pas des jambes. Dans une étude récente, des chercheurs se sont penchés sur la manière dont les chenilles se faisaient pousser les pattes dodues qui les caractérisent. Elles remplissent en fait un objectif important. Les chenilles ont besoin de beaucoup manger pour grandir le plus vite possible. Et ces pattes rondelettes les aident à se déplacer efficacement autour des feuilles et des branchages. Il est intéressant de noter que ces petites jambes potelées ne sont pas réellement des jambes. C'est ce qu'on appelle des fausses pattes, de petits picots qui aident les chenilles à se déplacer. Les vraies pattes de la chenille, qui se transformeront en pattes d'adulte une fois devenues papillons, sont proches de sa tête et ne sont pas utilisées pour se déplacer. Même si une chenille perdait ses vraies pattes, elle pourrait toujours se déplacer en utilisant les fausses. Cela soulève la question de ce qui fait d'une jambe une jambe. Est-ce dû à sa structure ou à sa fonction? Les pattes uniques des chenilles ne sont qu'un exemple des fascinantes adaptations observées chez les arthropodes. Ces pattes temporaires aident les chenilles à se nourrir et à bouger avant d'acquérir leur forme définitive. Ce bref aperçu du monde des chenilles nous rappelle la nature transitoire de la vie et nous encourage à apprécier ces pattes spéciales tant qu'elles durent. Les pogonas, ou dragons barbus, sont des lézards d'Australie que l'on retrouve dans les déserts, les savanes, les broussailles et les forêts subtropicales. Ils sont connus pour être des animaux de compagnie appréciés en raison de leur tempérament amical, de leur sourire constant et de leur attitude décontractée. Les gens aiment les garder comme animaux de compagnie et les surnomment « poilus » à cause de ces espèces d'épines sur leur cou. Il existe 8 sortes de dragons barbus et de nombreuses couleurs et motifs différents ont été observés en captivité. Bien qu'ils se portent bien dans leurs foyers australiens, certains dragons se sont retrouvés dans d'autres parties du monde par des moyens détournés. Bien qu'ils demeurent principalement au sol à l'état sauvage, ils savent parfaitement grimper aux arbres lorsqu'ils ont besoin de s'exposer ou d'échapper à un quelconque prédateur. Les dragons barbus sont désormais présents partout dans le monde, sauf à Hawaï, puisqu'ils y sont interdits. Fait amusant, ces dragons peuvent te faire repousser leurs dents, tout comme les requins et les geckos. Croyez-le ou non, des dragons barbus ont déjà été vus en train de boire de l'eau de pluie lorsqu'il fait chaud ou très sec. Ils ont également d'étranges habitudes de sommeil et dorment dans des positions étranges, même dans leur vivarium. Ils peuvent littéralement rester debout pendant leur sommeil. Ils sont aussi capables de courir presque aussi vite que les humains. Pourtant, ils préfèrent généralement prendre leur temps. Lorsqu'ils ont besoin de taper un sprint, ils peuvent tous se dresser sur 2 jambes et courir ventre à terre. Dame Nature ne respecte pas toujours la stricte définition des sexes. Certaines espèces ont la capacité de développer et de maintenir simultanément des organes reproducteurs masculins et féminins. C'est un tour de force. D'autres ont la capacité de passer d'un sexe à l'autre, en fonction de divers facteurs tels que les conditions environnementales. Ces changements peuvent offrir une flexibilité reproductive ou peuvent être déclenchés par des facteurs externes tels que l'augmentation des températures. Les poissons clowns, par exemple, sont séquentiellement hermaphrodites, nés d'un sexe mais capables de passer à l'autre si nécessaire. Dans le cas des poissons clowns, cette transformation s'opère de mâle à femelle, un processus connu sous le nom de protandrie. Dans un groupe de poissons clowns, seuls 2 membres sont pleinement matures, un grand mâle et une femelle encore plus grande. Si quelque chose arrive à la femelle, le mâle deviendra une femelle et choisira le mâle suivant, le plus grand du groupe, comme nouveau partenaire. N'est-ce pas pratique? Les Siritidae sont un autre exemple d'espèces capables de changer de sexe en fonction de conditions spécifiques. Ils commencent leur vie en tant que femelles et peuvent devenir mâles, un processus connu, lui, sous le nom de protogynie. Contrairement à d'autres hermaphrodites séquentiels, les Siritidae ont la capacité de passer d'un sexe à l'autre en fonction des circonstances au sein de leur groupe.
Les limaces bananes, par exemple, sont des hermaphrodites simultanés, capables d'utiliser à la fois les organes reproducteurs masculins et féminins. Bien qu'elles puissent s'auto-féconder, la plupart des limaces bananes préfèrent s'accoupler avec une autre limace. Des recherches ont également montré que certaines espèces de grenouilles étaient capables de changer de sexe, avec des individus développant des organes reproducteurs du sexe opposé pleinement fonctionnels. Ce changement, observé à la fois en laboratoire et dans des études en milieu naturel, pourrait se produire. Aux États-Unis, les gens sont victimes chaque année de 250 000 morsures humaines, de 400 000 morsures de chats et de 4,5 millions de morsures de chiens. Oui, nos adorables animaux nous attaquent souvent à l'improviste. Voici quelques exemples parmi les plus mignons et les plus féroces. Oubliez ces vidéos virales de gens qui enlacent des pandas. Ces mignonnes grosses bêtes peuvent être étonnamment dangereuses. Malgré leur look de dessin animé, ce sont des animaux sauvages et ils vous attaqueront s'ils se sentent menacés. Même un léopard des neiges évitera de déranger un panda adulte. Alors, si vous tombez un jour sur cet animal quelque part, gardez bien vos distances, surtout s'il a des petits. Les pandas sont passés d'un régime omnivore à un régime végétarien il y a quelques millions d'années. Mais ils ont toujours leurs dents de carnivores et leurs griffes pourraient sans mal déchirer votre tendre chair. Les scientifiques pensent que le régime strict de bambou des pandas pourrait contribuer à leur extinction. Il serait donc logique de planter des forêts de bambou afin d'empêcher ces gros nounours de retrouver leurs habitudes carnivores. Non ? Mais disons que vous faites une randonnée dans un bois en Chine, et soudain un panda furieux surgit de nulle part. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir un spray anti-ours et soyez prêt à l'utiliser. Vous pouvez aussi faire semblant d'être mort. Engager le combat contre l'animal ne vous mènera à rien de bon. Ne prenez pas vos jambes à votre cou. Parlez plutôt à l'animal tout en reculant lentement. Si un panda vous suit lors de votre randonnée, faites beaucoup de bruit sur votre chemin pour l'effrayer. L'odeur de la nourriture peut attirer les pandas, mais aussi les léopards des neiges. Alors évitez de cuisiner si vous savez qu'on vous traque. Et à propos de jolies peluches qui trompent leur monde, il ne faut pas non plus faire confiance aux koalas et aux wombats. Ces animaux australiens sont de proches parents. Ils partagent donc certains traits communs. Les koalas sont territoriaux, et ils n'hésitent pas à utiliser leurs griffes et leurs dents acérées pour le prouver. Si un koala vous mord, il ne lâchera pas prise facilement. Vous devrez le repousser. Il serait donc judicieux de porter un pantalon et une veste afin d'être mieux protégé en cas d'attaque. Et assurez-vous de surveiller vos animaux de compagnie, car les koalas pourraient les attaquer. Ne vous laissez pas tromper par ces vidéos sympas où l'on voit des gens câliner des koalas. Il s'agit là d'animaux de zoo qui ont été domestiqués. À l'état sauvage, c'est une toute autre histoire. Si vous rencontrez un jour ces créatures dans la nature, n'essayez pas de prendre un selfie et évitez de les provoquer en faisant du bruit. Bien que les koalas soient connus pour dormir 22 heures par jour, cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'énerver. Les koalas ont tendance à être méfiants dès qu'ils repèrent des étrangers dans un rayon de 5 mètres. D'ailleurs, projeter de l'urine sur ceux qui les menacent est l'une de leurs techniques de défense préférées. La majorité des koalas à l'état sauvage vous rendront la vie dure si vous les embêtez. Une bonne raison de les laisser tranquilles. Les wombats ont beau ressembler à d'aimables hamsters. Ces marsupiaux nocturnes sont connus pour attaquer les gens, les chiens et même les dingos sauvages. Oui, ils ont mordu plusieurs personnes si gravement qu'elles ont dû être hospitalisées. Donc les règles de sécurité sont les mêmes qu'avec les koalas. Pas de câlin, pas de selfie. Au fait, si vous osez fuir un wombat, gardez à l'esprit qu'il peut courir jusqu'à 40 km/h. Et vous ? Les cygnes. Quand on pénètre dans ce qu'ils considèrent être leur territoire, ces volatiles peuvent se montrer assez désagréables. Les cygnes défendront leurs partenaires et leurs nids de manière très agressive. Ils mordront s'il le faut, et ça peut être très grave. Ils construisent leur nid entre avril et juin et se tiennent sur leur garde. Alors, si vous nagez ou même marchez près d'un étang au printemps et que vous repérez un cygne qui vient vers vous, assurez-vous de garder une distance respectueuse. N'essayez pas de les toucher ou de les nourrir. Ne faites rien qui puisse les provoquer. Et ne vous approchez surtout pas de leur nid. Méfiez-vous du cygne muet, c'est un grand voyou dans le monde des oiseaux. Ces gars sont moins bavards que d'autres espèces de cygnes. Ils ne vous préviendront donc pas avant de s'attaquer à vous silencieusement. Si cela se produit, ne fuyez pas. Essayez de rester calme, ne tournez pas le dos aux cygnes et reculez lentement.
Se protéger derrière une clôture ou un arbre est une très bonne idée. Vous pouvez aussi tromper le cygne en lui faisant croire que vous êtes un grand oiseau. Montrez-lui simplement votre parapluie ouvert ou un vêtement large qui ressemble à des ailes, si vous avez ça sur vous. Vous pourriez aussi tomber sur un cygne qui semblera avoir besoin de votre aide. Même si ça vous brise le cœur, vous devez éviter d'essayer de sauver l'oiseau tout seul. Parce que le cygne pourra percevoir votre aide comme une menace. Au lieu de l'aider, le mieux est de prévenir les gardes forestiers qui prendront soin de l'animal de manière appropriée. Il existe de nombreuses histoires de dauphins qui sauvent des gens et sont mignons comme tout, mais ils peuvent être étonnamment dangereux, surtout à l'état sauvage. Même les requins évitent en général de se frotter à un dauphin de mauvaise humeur. Nager avec ces créatures souriantes est plus risqué que vous ne le pensez. Les dauphins peuvent s'amuser à vous pousser avec leur nez et leur corps puissant. Dans certains cas, ils peuvent décider de vous entraîner sous l'eau ou de vous mordre. Malheureusement, tout le monde ne survit pas à de telles rencontres. Alors, comment distinguer un dauphin gentil d'un méchant? Tout d'abord, si le dauphin est sauvage, ne tentez jamais de le nourrir, de le caresser ou de jouer avec lui. Si vous les voyez claquer leurs mâchoires, chasser, claquer leur queue sur l'eau, ou même cracher des bulles, dites-vous bien qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Si vous faites un jour du kayak ou que vous nagez près d'un dauphin agressif, fuyez la zone aussi vite que possible. Vous voulez voir l'une des créatures les plus matures, les plus venimeuses de la Terre? Eh bien la voici. Difficile de résister à l'envie de mettre ce petit gars coloré sur votre paume pour prendre une jolie photo. Mais ça pourrait être votre dernière séance. La cocoïe de Colombie possède suffisamment de venin pour ôter la vie à 10 hommes adultes en bonne santé. Ce poison s'attaque au système nerveux des prédateurs et provoque des contractions musculaires, une paralysie respiratoire et bien pire. Contrairement aux serpents et aux scorpions, les cocoïes de Colombie n'ont pas besoin de mordre pour injecter leur venin. Ils l'excrètent par leurs glandes cutanées. Donc, si vous touchez par mégarde cet animal, ne vous frottez pas les yeux et lavez-vous immédiatement les mains. La toxine doit pénétrer dans votre sang pour être active. Si vous avez des coupures sur la peau, rendez-vous dans un hôpital le plus tôt possible. Et gardez à l'esprit que la peau de ces grenouilles empoisonne tout ce qu'elle touche. Et que le poison peut rester sur les objets pendant près d'une année. Oh, regardez ce jouet qui ressemble à Shrek. Mais attendez, il est vivant. Voici l'un des rares mammifères venimeux de la planète, le nycticèbe. Pas étonnant que cette créature poilue soit la star du marché des animaux de compagnie clandestins. Mais il faut bien lire les instructions avant de l'acheter, car un remboursement est peu probable. Vous avez peut-être déjà vu cet animal lever les mains comme s'il se rendait à la police? Et non. Le nycticèbe libère la toxine de sa glande brachiale située sur ses coudes. Ce petit animal à l'aspect innocent prend son venin dans sa bouche pour le mélanger à sa salive. Ensuite, il frotte cette salive sur ses poils afin d'effrayer ses ennemis. Mais il peut aussi vous infliger une morsure que vous n'oublierez jamais. Cette toxine provoque un choc anaphylactique. Elle est donc dangereuse pour les humains. Vous voulez toujours ramener cette jolie créature chez vous? Prenez plutôt un chien. Ce n'est pas parce que l'ornithorynque ressemble un peu à un Pokémon que vous pouvez baisser votre garde. Les mâles ont une arme pour se battre contre leurs rivaux, des éperons cachés sur leurs pattes arrière. Ils contiennent un venin qui peut être fatal à un animal de la taille d'un chien. Mais attention quand même, ils s'attaquent également aux humains. On décrit la sensation provoquée par le venin de l'ornithorynque comme une douleur intense de longue durée qu'aucun médicament conventionnel ne peut soulager. Alors n'allez pas caresser cette créature, ça n'en vaut pas la peine. Il y a beaucoup plus d'animaux mignons mais dangereux sur la planète. Alors souvenez-vous que les apparences peuvent être trompeuses, et restez en sécurité. Laissez-moi vous présenter les petites terreurs de notre monde, les fourmis de feu. Lorsqu'elles piquent, elles injectent un venin susceptible de causer de graves problèmes. Pour la plupart des gens, c'est juste une sensation de brûlure et des cloques qui se forment. Mais pour d'autres, surtout ceux qui y sont allergiques, c'est une question de vie ou de mort. Ces fourmis établissent leur colonie juste sous nos pieds. Elles sont promptes à se rassembler et protègent farouchement leur nid. Elles ne font preuve d'aucune pitié envers les intrus. Leurs morsures sont évaluées à environ 1,2 sur l'échelle de la douleur des piqûres.
d'insectes de Schmidt, où 4 représentent le maximum. Vous en ressortiriez sans doute secoué, mais la sensation demeure moins intense que lorsqu'une guêpe vous pique. Ces fourmis sont originaires des régions tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, on peut même les trouver dans certaines zones tempérées d'Amérique du Nord. Dans leur colonie, les fourmis de feu observent une stricte hiérarchie. Une reine, des mâles et des femelles ailées, et différents types de travailleuses asexuées. Elles communiquent au moyen de phéromones et de sons. Le membre le plus redouté de cette espèce est la fourmi rouge importée. Celles-ci proviennent d'Amérique du Sud et ont envahi le sud des États-Unis. Elles érigent de grands monticules, rendant l'agriculture difficile et endommageant les récoltes. Il est presque impossible de les réguler. Et comme si cela ne suffisait pas, apparaît maintenant l'émergence d'une autre espèce invasive, la fourmi folle de Raspberry. Celle-ci présente une menace envers tout écosystème endémique. Il s'avère que les fourmis peuvent être dangereusement hostiles. Les chatoyants méloïdés figurent parmi les 10 insectes les plus dangereux au monde. Heureusement, ils ne sont pas mortels pour l'homme, à moins qu'ils ne nous attaquent en grand nombre. Toutefois, ils représentent une sérieuse menace pour les grands animaux tels que les chevaux. Les coléoptères de la famille des méloïdés produisent une toxine appelée cantharidine, qui provoque des rougeurs et des ampoules sur la peau. Par le passé, les gens croyaient qu'elle pouvait traiter les verrues et même la rage, et certains sont même allés jusqu'à l'inclure dans des filtres d'amour. C'est un jeu risqué, néanmoins. Dans les années 50, un Britannique a été condamné pour avoir donné des bonbons imprégnés de cantharidine à 2 femmes, entraînant leur mort. Ces insectes ne sont pas à prendre à la légère. Les manipuler ou les ingérer est extrêmement dangereux. Or, ils sont attirés par la luzerne et le foin. Si un cheval mange l'un ou l'autre de ces aliments, même une poignée de méloïdés sont capables de libérer suffisamment de cantharidine pour le tuer. Cette adorable chenille d'Amérique du Sud est la Lonomia obliqua, et c'est la chenille la plus dangereuse sur Terre. Elle est responsable d'une quantité de décès à cause de son puissant venin. Il s'agit de la larve d'un saturnidé. Lorsqu'elle grandit, elle devient un superbe et inoffensif ver à soie. Mais si vous les apercevez alors qu'elles sont encore juvéniles, mieux vaut rester à l'écart. Leur toxicité provient de leurs poils chargés de venin. Ils leur servent de mécanisme de défense contre les prédateurs. Le poison perturbe la coagulation sanguine et peut provoquer de très graves symptômes, comme des sensations de brûlure, des vomissements, des problèmes rénaux, et parfois même pire encore. Une seule piqûre n'aura probablement pas de sérieuses conséquences. Elle délivre seulement une infime quantité de venin. Mais ces chenilles ont tendance à se regrouper, et elles sont très douées pour le camouflage, ce qui accroît le risque de piqûres multiples. Les criquets eux-mêmes ne sont pas si dangereux pour l'homme, ce ne sont que des sauterelles ordinaires et bruyantes. Mais ils sont tristement célèbres pour leur comportement d'essaimage. Ces essaims se rassemblent souvent lors des périodes sèches et arides, puis tout à coup, une grande quantité de pluie s'abat, et les plantes recommencent à pousser rapidement. Une fois l'essaim parti, il est presque impossible de l'arrêter. Il peut se muer en une force destructrice en quelques minutes. Tout au long de l'histoire, les fléaux de sauterelles ont été particulièrement dévastateurs, provoquant des ravages dans les cultures et les terres agricoles. Ce qui est intéressant, c'est que leur autre nom de locuste peut désigner différentes choses en fonction des différentes régions du globe. Dans certains cas, les Américains se réfèrent ainsi aux cigales, qui sont également connus pour leur cacophonie. Mais pour nous, locuste désigne habituellement les criquets, des créatures anciennes, relativement inchangées depuis l'ère du Trias. Ils font partie des plus anciens insectes sur Terre. Les guêpes, les frelons et même les abeilles peuvent présenter un danger extrême, en particulier pour ceux qui sont allergiques à leurs piqûres. Comme son nom l'indique, le frelon géant est le plus grand des frelons. Il peut atteindre jusqu'à 5 cm de long. Il possède un venin puissant, capable de causer un terrible inconfort, et peut même être pulvérisé dans les yeux des gens. Il existe une espèce encore plus venimeuse aux Philippines, appelée Vespa luctuosa, à ne pas confondre avec Wingardium leviosa. Des fans d'Harry Potter quelque part? En tout cas, les décès dus aux guêpes ou aux abeilles sont rares mais ne sont pas inconnus. Au Royaume-Uni, environ 10 personnes meurent chaque année de réaction aux piqûres d'abeilles ou de guêpes. Restez toujours prudents, ces insectes sont tous très territoriaux et défendront farouchement leur nid. Lorsqu'ils sont provoqués,
Ils signalent le danger à leurs congénères et déclenchent un branle-bas de combat général. Si vous devez absolument les manipuler, il est préférable de faire appel à des professionnels. La puce est aussi humble que minuscule, mais elle a eu un impact colossal sur l'histoire et la santé humaine. Ce ne sont pas seulement des parasites agaçants, elles sont des vecteurs notoires de diverses maladies et sont responsables de certaines des pires épidémies de toute l'histoire. Au XIVe siècle, je n'étais pas encore là à l'époque, et c'est tant mieux, car la peste bubonique a tué plus de 25 millions de personnes à travers l'Europe. Les puces ont joué un grand rôle dans sa propagation. Elles passent leur vie à chercher des hôtes à sang chaud pour s'en nourrir, qu'il s'agisse de reptiles, de mammifères, d'animaux domestiques ou d'humains. Malgré leur petite taille et l'absence d'ailes, elles compensent cela par une capacité de saut impressionnante. Elles peuvent bondir jusqu'à 1,80 m de haut et parcourir ainsi plus de 360 mètres dans les airs. Une piqûre de puce peut sembler n'être qu'un désagrément mineur, causant des démangeaisons et une inflammation. Mais une grande quantité d'entre elles peut entraîner l'anémie de l'hôte. Bien sûr, la partie la plus dangereuse à leur sujet demeure les virus, bactéries et autres parasites qu'elles transmettent. Les Triatominae vivent principalement dans les deux parties du continent américain, avec des populations plus petites en Afrique et en Asie. Elles sont particulièrement douées pour transmettre des bactéries, des virus et des parasites. L'un des parasites dont elles sont porteuses est le Trypanosoma cruzi. Il est responsable de maladies qui touchent des millions de personnes à travers le monde et qui font des milliers de victimes chaque année. Ce qui n'est pas anodin, c'est que les symptômes n'apparaissent souvent pas avant 10, 20 ou même 30 ans après avoir été piqués. Ils se manifestent généralement par une insuffisance cardiaque, des problèmes digestifs ou des troubles du système nerveux. Ces insectes sont de véritables vampires, qui vous sucent le sang et sont attirés par la respiration de leurs proies. Si vous respirez par la bouche, vous êtes soumissible de choix. Ce ne sont pas non plus les mangeurs les plus raffinés, mordant souvent de manière quasi incontrôlable, ce qui ne fait qu'ajouter au problème. Beaucoup ont déjà entendu parler de la mouche tsetse, un insecte singulier et effrayant, originaire d'Afrique tropicale. Ces mouches sont porteuses d'une des maladies humaines les plus dévastatrices, celle du sommeil. De même que les Triatominae, la mouche tsetse est transmetteuse de trypanosomes, les parasites qui provoquent ladite maladie. Elles acquièrent ce parasite à partir d'un hôte infecté où celui-ci se développe à l'intérieur même du corps de la mouche. La maladie du sommeil ne frappe pas immédiatement. Après une piqûre, il faut 1 à 3 semaines pour que les symptômes apparaissent. Fièvre, maux de tête, douleurs articulaires et démangeaisons. À mesure que le mal progresse, il peut envahir le système nerveux, entraînant la confusion, l'insomnie et une perte d'équilibre. Sans traitement, il peut entraîner un coma suivi d'une issue fatale. Heureusement, la maladie du sommeil peut être traitée, et le nombre de pertes humaines tend à diminuer. La mouche tsetse a aussi une importance historique, sa présence ayant entravé l'expansion coloniale européenne en Afrique. Et la couronne de l'insecte le plus dangereux au monde revient aux moustiques. Ce n'est guère surprenant. Malgré leur petite taille, ils ont un impact colossal. Ils ne sont pas seulement responsables de plus de pertes humaines chaque année que tout autre animal, mais ils ont également laissé une marque indélébile sur l'histoire. Ces petits insectes ont joué un rôle dans l'ascension et la chute de civilisations entières. Ainsi, le paludisme a considérablement affaibli les anciennes civilisations grecques et romaines. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les moustiques eux-mêmes qui sont dangereux, mais encore une fois, leurs parasites. Bactéries et virus se transmettent par leurs piqûres. Ces horreurs volantes propagent ainsi un buffet entier de maladies. En plus du paludisme, on compte la fièvre jaune, qui, tout comme avec la mouche tsetse, n'a eu de cesse d'entraver les efforts de colonisation des régions tropicales. Le plus effrayant d'entre eux est le moustique anophèle. C'est le prédateur ultime du monde des insectes, responsable de plus de morts et de maladies que n'importe quel autre. Comment combattons-nous ces ennemis minuscules mais pourtant si puissants? Avec la prévention. Nous devons éliminer l'eau stagnante dans notre environnement immédiat et pratiquer des mesures de contrôle des moustiques. Il nous faut toujours avoir 2 coups d'avance pour nous protéger de ces dangereux insectes. Vous avez décidé de faire de la plongée sous-marine pour la première fois. L'eau est claire et le soleil illumine le fond marin. Vous prenez quelques selfies avec les poissons qui passent
quand soudain, l'océan devient sombre comme la nuit. Vous levez les yeux et... oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet énorme animal? Ce n'est certainement pas un requin, pas plus qu'une baleine. Est-ce une tortue? Oui, mais n'ayez pas peur, elle ne va pas vous faire de mal. Si vous aviez vécu sur cette même terre il y a environ 72 millions d'années, alors peut-être que cela aurait pu vraiment vous arriver. Les scientifiques ont récemment découvert les fossiles d'une énorme tortue marine qui aurait pu atteindre jusqu'à 4 mètres de longueur. Si vous n'avez aucune idée de ce que cela représente, voyons quelques exemples. C'est la longueur moyenne d'un hippopotame, de 6 Golden Retriever mis bout à bout, ou de 2 Michael Jordans empilés l'un sur l'autre. Le nom scientifique de cette tortue, la Leviathanochelisa enigmatica, est un hommage au monstre marin de légende connu sous le nom de Léviathan. Peut-être vous en souvenez-vous de vos cours de mythologie à l'école. Le Léviathan est censé être une créature mythique qui avalerait des navires entiers ou les marins considérés comme trop avides par la créature. Pouvez-vous imaginer être avalé par cette énorme tortue de mer? Moi, je passe mon tour. Les fossiles de cette gigantesque créature ont commencé à être excavés entre 2016 et 2021 dans le nord-est de l'Espagne. Le premier fossile a été localisé par un randonneur dans les Pyrénées espagnoles et il mesurait environ 20 cm de long. Le bassin de cette tortue mesurait à lui seul près de 90 cm. Il s'agirait très certainement de l'une des plus grosses tortues aujourd'hui, si elle ne s'était pas éteinte. Pour information, la plus grande tortue de mer vivante à l'heure actuelle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, que diriez-vous d'un gigantesque scorpion préhistorique? Je parie que la plupart des gens ici ne sont pas de grands fans de ces créatures, d'autant qu'elles sont venimeuses. C'est pourquoi l'idée d'un scorpion aquatique mesurant près de 3 mètres de long pourrait être le cauchemar de certains. Disons simplement que s'ils n'avaient pas disparu il y a environ 400 millions d'années, les lacs et les rivières seraient des endroits beaucoup moins bucoliques pour les humains d'aujourd'hui. Ces gigantesques arachnides passèrent pour des prédateurs de premier ordre à leur époque, chassant tout, des poissons aux autres animaux, y compris de leur propre espèce. Aïe, j'ai la chair de poule rien que d'imaginer ces monstres. Devrions-nous remercier l'astéroïde qui a frappé notre planète dès maintenant ou plus tard dans la vidéo? Un autre animal préhistorique qui stupéfierait les humains s'il était encore vivant est le célèbre Megatherium, un paresseux de proportions gigantesques. On pense que cet énorme paresseux aurait pu atteindre jusqu'à 6 mètres de long, pour un poids de près de 3,600 kilos. Ces restes sont été retrouvés dans les forêts de las prairies d'Amérique du Sud. La créature avait pour habitude de se tenir sur ses deux pattes afin d'atteindre les feuilles des plus hautes branches. Ces paresseux géants avaient de longues griffes. Elles les aidaient à grimper aux arbres. Je dois bien admettre, je ne me pas très à l'aise en imaginant ces paresseux de la taille d'un éléphant grimper aux arbres. Oh, bien sûr, certains dinosaures feront partie de notre liste de créatures surdimensionnées. Mais avant cela, voici un fait amusant. Saviez-vous que certains dinosaures sont toujours vivants aujourd'hui? Les chercheurs ont déterminé que les oiseaux pouvaient être classés comme des théropodes. Des créatures redoutables telles que le tyrannosaure et le velociraptor appartenaient à ce groupe. Je suis sûr que vous avez entendu ces noms bien plus tôt si vous avez regardé Jurassic Park. Le vélociraptor est ce dinosaure effrayant qui s'introduit dans les cuisines. Eh bien, ils ont évolué, ont gagné quelques plumes et se sont transformés en diverses espèces d'oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Cela signifie que n'importe quel oiseau, du dindon à la mésange, est un descendant direct des dinosaures. Maintenant, est-ce que le nom de Spinosaurus vous dit quelque chose? Vous pouvez admirer cet énorme dinosaure dans certains musées aujourd'hui, ses fossiles, je veux dire. Le Spinosaurus était l'un des plus grands prédateurs terrestres à avoir foulé la Terre, ou plutôt, à avoir foulé la Terre et ses eaux, car les chercheurs pensent que ce dino était semi-aquatique. Il se nourrissait principalement de viande, ce qui signifie que les humains seraient des proies naturelles s'ils vivaient encore aujourd'hui. Ce dinosaure carnivore a vécu il y a environ 90 à 100 millions d'années. Il mesurait environ 18 mètres de long, 4 mètres de haut et pesait jusqu'à 22 tonnes. Sa tête avait une taille comparable à celle d'environ 8 boules de bowling et avait la forme de la gueule d'un crocodile. En gros,
Le Spinosaurus était un grand éléphant d'Afrique, avec une bouille de croco. Je plaisante, mais ça aurait l'air marrant, n'est-ce pas? Un dinosaure bien plus attrayant était celui-ci, le Patagotitan majorum. Il est considéré comme le plus grand dinosaure qui ait jamais vécu sur notre planète. Ce qui le rendait si grand, c'était son cou extrêmement long et sa queue démesurée. Vous ne voudriez pas vous tenir derrière cette créature, croyez-moi. Si elle décidait de faire un mouvement brusque avec sa queue, vous seriez catapulté au loin. Ce dinosaure a vécu il y a environ 100 millions d'années, et ses fossiles ont été découverts pour la première fois en Argentine autour de 2012. Il mesurait 36 mètres de la tête à la queue, ce qui fait qu'il était presque aussi grand qu'un terrain de football dans sa largeur. Et ai-je mentionné qu'il pesait presque autant qu'une navette spatiale? On parle quand même de 75 tonnes. S'il avait été carnivore, il aurait probablement été le plus grand des prédateurs. Mais ce gros bonhomme était un paisible herbivore, qui avait un cou si long qu'il pouvait mâchouiller les feuilles des arbres les plus hauts. Mignon, n'est-ce pas? Il nous faut aussi parler du Shastasaurus. Comme son nom le suggère, ce lézard peuplait autrefois la région du mont Shasta, en Californie. Même s'il s'agissait d'un reptile marin qui n'a probablement jamais mis les pieds sur la montagne elle-même. Ce dino mesurait en général 7 mètres de long, mais il existait une variété spécifique de cette espèce qui pouvait atteindre jusqu'à 21 mètres, soit la taille de la grande baleine bleue. Ce qui fait de lui le plus grand reptile marin à avoir jamais vécu. Un fait amusant à propos du Shastasaurus est que les scientifiques pensent qu'il n'avait pas de dents, ce qui signifie qu'il ne pouvait se nourrir que de proies à corps mou, comme les calamars, par exemple. Le prochain animal sur notre liste est justement la baleine bleue. Croyez-le ou non, le plus grand animal vivant sur Terre a en fait commencé petit. De nos jours, une baleine bleue adulte moyenne peut atteindre jusqu'à 30 mètres de long et peser jusqu'à 200 tonnes. C'est plus ou moins le poids de 40 éléphants réunis, ou de 30 tyrannosaures, ou de 250 personnes de taille moyenne. Les baleines bleues doivent consommer jusqu'à 500 millions de calories par jour pour alimenter ce corps. Juste pour information, c'est l'équivalent de 30 000 Big Mac. Mais les baleines bleues n'ont pas toujours été aussi grandes. Elles ont en fait évolué à partir d'un mammifère à 4 pattes qui arpentait la Terre il y a environ 48 millions d'années. Leur ancêtre s'appelait Pachycetus et ne mesurait que 2 mètres de long. Voici un autre fait amusant. Pour pouvoir vivre dans l'eau comme elle le fait aujourd'hui, la baleine bleue a dû fournir un intense effort d'adaptation. La baleine bleue peut renouveler entre 80 et 90% de l'oxygène dans ses poumons à chaque fois qu'elle respire. En comparaison, un humain n'en renouvelle que jusqu'à 15%. Cela permet à ces créatures de plonger jusqu'à 1 heure entière et d'atteindre une profondeur stupéfiante de 100 mètres. Les éléphants étaient destinés à faire partie de cette liste. Les éléphants d'Afrique sont actuellement les plus grands animaux terrestres de notre planète. Ils peuvent atteindre environ 4 mètres de haut et peser jusqu'à 7 tonnes. C'est assez petit si on les compare à d'autres animaux qui ont autrefois vécu sur Terre, n'est-ce pas? Mais si on place un humain d'environ 1,80 m à côté d'un éléphant, on voit bien qu'il n'est pas si petit que ça. Les éléphants d'Afrique sont plus grands que leurs proches parents, les éléphants d'Asie, et ils ont une espérance de vie similaire à celle des humains, jusqu'à 70 ans. Pokémon nous a peut-être tous fait un jour souhaiter que les salamandres soient de véritables dragons. Bien que ce ne soit pas le cas, elles peuvent quand même être fascinantes. Il existe une espèce géante de salamandre, qui est connue pour être le plus grand amphibien vivant. Elles peuvent atteindre la taille d'un humain de taille moyenne, soit 1,80 m. Je doute que ce soit une rencontre sous-marine très agréable. Le mégalodon était l'une des créatures les plus grandes et les plus féroces de notre planète. Mâchoire puissante, dents tranchantes comme des rasoirs, taille gigantesque. Mais connais-tu le son qu'il faisait? Imagine-le grogner, imprégnant le monde sous-marin de vibrations sonores. Ce son ne ressemblait à rien d'autre. Le mégalodon ne poussait pas de cris, c'était un requin et ils n'ont pas d'organes producteurs de son. C'était un danger muet, mais malgré cela, tu aurais quand même pu l'entendre. Imagine-toi sous l'eau, lève la main et baisse-la rapidement. Imagine maintenant que tu as un gros sous-marin à la place de la main.
Tu entends l'eau se déplacer autour de la coque? C'est à ça que ressemblait le bruit du mégalodon. Quand ce monstre montait à la surface et ouvrait ses mâchoires, cela faisait le bruit d'une chute d'eau. Ce requin géant nageait à grande vitesse. Quand l'eau passait à travers sa bouche et ses branchies, on aurait dit une rivière qui coulait, un puissant torrent. Le mégalodon ne produisait pas de son à part celui de l'eau qui coule. D'autres anciens poissons pouvaient émettre des sons, mais on les entendait à peine. Je ne parle pas des baleines, dauphins et de leurs ancêtres, car ce sont des mammifères. Les poissons communiquaient sur des fréquences inaudibles à l'oreille humaine. Certains ont encore cette capacité. Mais dans l'ensemble, l'océan était et reste un endroit plutôt silencieux. Allons donc sur les terres anciennes pour écouter quel genre de son y était produit. Grâce aux technologies modernes, les scientifiques peuvent recréer les sons que produisaient de nombreuses espèces disparues. En utilisant des scanners, ils ont découvert que certains dinosaures possédaient des systèmes complexes de petits trous dans le crâne qui leur permettaient de produire un large éventail de sons et de réguler la température de leur corps. Et on a réussi à les recréer. Le Végavis, un ancien oiseau qui vivait il y a 79 à 145 millions d'années, émettait un cri similaire à celui de certains oiseaux de basse-cour comme le canard et l'oie. Mais cette créature le faisait de manière bien plus effrayante. Les scientifiques l'ont découvert grâce à un fossile de syrinx trouvé en 2016 en Antarctique. Il s'agit du plus ancien organe vocal connu au monde. Il aidait le Végavis à produire un double cancadement. Imagine une oie et un canard qui crient et démultiplient le volume. C'est à ça que ressemblait son cri. Les autres reptiles volants, comme le ptérodactyle, ne pouvaient pas crier comme le mégavis, car ils n'avaient pas de syrinx. Ces monstres ailés pouvaient grogner, siffler et claquer du bec, et c'était déjà bien efficace. Prends n'importe quel grand joueur de basket. Le crâne du ptérodactyle était légèrement plus grand. Imagine le bruit que faisait le dinosaure lorsqu'il faisait claquer un tel bec. Cela devait suffire à effrayer les autres créatures. Tu sais sans doute le bruit que faisait un tyrannosaure grâce au film, et tu reconnaîtrais parmi des milliers son rugissement semblable à un bruit de tronçonneuse, d'aspirateur et de corne de brume. Eh bien, ce rugissement n'est pas vraiment proche du vrai son que ce monstre pouvait émettre. Grâce aux technologies modernes et à des fossiles bien conservés, les scientifiques ont réussi à simuler le cri de ce titan. Imagine-toi en train de télécharger des données de T-Rex dans un programme et que tu te prépares à entendre son rugissement terrifiant. Tu appuies sur lecture et ça ressemble à un gazouillement. Le cri du Tyrannosaurus Rex était plus semblable à celui d'un oiseau et non d'un mammifère. Mais ce n'était pas juste un cri. Il utilisait ses narines pour crier et pas sa gueule. Un bourdonnement sortait de sa poitrine et ressemblait à une sirène avec plus de basse. Ça avait l'air bien plus intimidant que ce qu'on voit dans les films. C'était plus fort que toutes les trompettes d'un orchestre symphonique réuni. Et il le faisait uniquement à travers le nez. On ne sait pas avec certitude s'il pouvait rugir ou non par la gueule. On peut aussi entendre le son des dinosaures à long cou dans les films. Leurs cris étaient similaires à ceux des éléphants. Quelque chose entre un saxophone et un klaxon de voiture. Mais en fait, ces grandes créatures chuchotaient. Presque tous les mammifères émettent des sons grâce au nerf laryngé. Ce nerf descend le long du cou, puis contourne les vaisseaux sanguins de la poitrine et revient au larynx. En gros, le cerveau donne un signal et celui-ci parcourt 2 fois la distance du cou avant de sortir par la bouche. Souviens-toi du long cou de ces dinosaures. Il faisait la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Mais le signal vocal devait parcourir l'équivalent de 10 étages. Cela prenait beaucoup de temps, ce qui affectait leur rugissement. Donc, quand ils voulaient émettre un son, ils sifflaient simplement comme pourrait le faire une vipère géante. Mais le son le plus détaillé que les scientifiques ont réussi à obtenir est celui du Parasaurolophus. On reconnaît ce dinosaure herbivore grâce à sa longue crête à l'arrière de sa tête. Dans les films et documentaires, on le voit l'utiliser pour combattre ses adversaires. Certains scientifiques pensent qu'il l'utilisait aussi pour faire tomber les fruits et les feuilles des arbres. D'autres pensent qu'il en avait besoin pour améliorer son odorat. Mais il s'est avéré qu'en plus de la défense et du combat, ils utilisaient leur crête pour émettre des sons puissants et effrayants dans différentes tonalités. Les scientifiques les ont reproduits avec une précision fantastique grâce à la structure de ces tissus durs. Presque tous les êtres vivants dotés d'une voix utilisent des organes mous pour émettre des sons. Ceux-ci se décomposent rapidement.
Mais le Parasaurolophus en avait des solides. Sur un crâne, on a remarqué que des tubes reliaient les narines à la crête et revenaient à ces dernières. C'était comme un tourne-bout, un instrument avant courbé. Cela prouve que ce dinosaure utilisait la crête située à l'arrière de sa tête pour amplifier ses cris, ce qui lui permettait de claironner pour que ses proches puissent l'entendre dans la forêt. Il produisait une sorte de bourdonnement avec des notes basses et hautes. Mélange un saxophone et une trompette au cri d'une oie, à un klaxon de voiture et ajoute des basses fréquences, puis augmente le volume. C'est à ça que ressemblait le cri du Parasaurolophus. C'est aussi à ça que ressemblait ma classe de CM1. Mais bref, tu peux écouter différents sons de ce dinosaure sur Internet. Il émettait des bruits de tonalités différentes pour créer des liens sociaux complexes. Il pouvait communiquer, s'identifier, annoncer un danger ou au contraire, signaler ses intentions amicales. Nous venons d'entendre le bruit que faisaient certains anciens reptiles. Mais qu'en est-il des anciens insectes ? Ils n'avaient pas de corde vocale, mais ils utilisaient la friction entre certaines parties de leur corps. Regarde les grillons modernes qui gazouillent avec leurs ailes. Une aile a de minuscules encoches et la seconde a la forme d'un médiator. Passe le bout de ton doigt sur les dents d'un peigne en plastique. C'est le même principe. Leurs ailes vibrent et créent des ondes sonores. Mais le bruit créé par un ancien grillon était très différent de celui des insectes modernes qui étaient bien plus bruyants. Le son émis ressemblait plus à un sifflement. À l'aide d'ondes à haute fréquence, il pouvait également communiquer secrètement comme s'il le faisait sur un canal radio sécurisé. Si tu entendais cela, tu aurais sans doute du mal à t'endormir. Aujourd'hui, nos grillons sont moins bruyants, car ils utilisent plus de hautes fréquences. Les ondes plus aiguës se propagent moins loin, ce qui réduit le risque qu'une chauve-souris ne les entende. Imagine le bruit de la jungle à cette époque. Le puissant gazouillis des grillons te fait mal aux oreilles, puis tu entends le sifflement d'un brachiosaure. Les claquements de bec d'un ptérodactyle font l'effet d'un coup de tonnerre, puis viennent des sons de trompette quelque part dans la jungle. Ce sont des Parasaurolophus qui communiquent entre eux. Et puis tu es effrayé par la sirène d'un tyrannosaure. Impossible de trouver la paix dans de telles conditions. Heureusement, les humains sont apparus plusieurs millions d'années plus tard. D'ailleurs, les scientifiques ont réussi à découvrir à quoi ressemblait le son de nos ancêtres. Ils ont soigneusement examiné la position de la bouche, du nez et de la gorge sur le squelette de l'homme de Néandertal. Sa voix était similaire à la nôtre, mais la gamme phonétique d'un adulte était la même que s'il avait 2 ou 3 ans. Une sorte de marmonnement sans consonne. L'étude du crâne n'a pas permis de recréer précisément la voix des Néandertaliens, mais en 2007, des scientifiques ont extrait des échantillons d'ADN de leurs os. Ils ont trouvé une variation du gène correspondant à la parole humaine. Les scientifiques pensent que les Néandertaliens se sont battus avec les Homo sapiens. À la suite de ce conflit, leur espèce s'est éteinte, mais le gène découvert indique qu'ils auraient pu aussi avoir d'autres liens entre eux. Peut-être que les Néandertaliens pouvaient comprendre leur langue et même prononcer certains mots. Il se peut que vous ayez un chien qui remue la queue autour de votre maison ou qui renifle à vos pieds. Mais avez-vous déjà admiré la finesse de l'ouïe de votre chien ? Je veux dire, il peut percevoir l'ouverture d'un sac de chips même si vous vous trouvez à un autre étage de la maison. Même avec cette capacité incroyable, la plupart des chiens domestiques n'ont pas la meilleure audition du règne animal. À vrai dire, ils ne sont même pas dans le top 5. Sur cette note, aventurons-nous dans le monde de l'ouïe animale et essayons d'imaginer à quoi ressemble la vie pour d'autres créatures. Le fait est que nous autres humains sommes plutôt fortiches. Nous avons toutes sortes de talents, mais quand il s'agit des Jeux Olympiques de l'ouïe fine, nous ne sommes même pas qualifiés pour la compétition. Mettez-nous à côté d'un chat ou d'une chauve-souris, et nos oreilles paraissent plutôt basiques. Prenez par exemple les éléphants. Ce sont de grands animaux, et leurs oreilles le sont tout autant. Leurs organes auditifs sont capables de capter les ondes infrasonores. Cela dit, ce ne sont pas des ondes sonores ordinaires. Il s'agit de murmures à basse fréquence qui nous sont inaudibles. Cela signifie que les éléphants peuvent entendre des choses telles que le déplacement des nuages de pluie. Non seulement ça, mais ces mastodontes ont également une façon assez astucieuse de communiquer. Ils martèlent dans le sol, créant des vibrations à peine perceptibles. Mais pour les éléphants, ces vibrations sont l'équivalent d'un appel téléphonique longue distance. Ces messages passent à travers leurs pieds et par les os de leurs oreilles, même lorsqu'ils se trouvent à plusieurs kilomètres. C'est ce qu'on appelle une très bonne réception. Passons maintenant aux chauves-souris.
Elles sont passées maîtresses dans l'art du repérage nocturne, grâce à leur capacité d'écolocalisation. Ces animaux émettent des sons à très haute fréquence, qui se répercutent après avoir frappé les objets. Cet écho aide les chauves-souris à dresser une carte mentale, leur permettant de se déplacer sans problème dans l'obscurité. Et quand nous pensions que les chauves-souris ne pourraient pas être plus cool, les scientifiques ont découvert que leur capacité auditive s'étendait à leurs ailes. Des poils spéciaux appelés cellules épidermiques de Merkel détectent les mouvements de l'air, aidant les chauves-souris à détecter les objets devant elles. Ce n'est pas l'ouïe ordinaire à laquelle nous sommes habitués, mais c'est une fantastique adaptation à leur environnement. Les dauphins, en revanche, sont maîtres de l'acoustique aquatique. Pour commencer, on pourrait croire que le fait de vivre sous l'eau serait un obstacle à l'audition, mais les dauphins ont transformé ce défi en un avantage. Ils ont développé leur propre version de l'écolocalisation et émettent des impulsions sonores à partir de leur front. Ces sons rebondissent sur les objets et sont captés par la mâchoire du dauphin avant d'être transmis au cerveau via des nerfs auditifs particulièrement développés. Leurs oreilles, bien que présentes, ne jouent pas un rôle central dans l'ouïe, comme c'est le cas chez nous. Au lieu de cela, les dauphins ont trouvé des moyens innovants d'écouter, prouvant une fois de plus à quel point les animaux sont incroyables. Ne laissez pas leur statut domestique vous abuser. Vos chats et vos chiens sont des champions de l'ouïe. Les oreilles des chats sont conçues pour capter des sons à haute fréquence jusqu'à 50 mètres de distance. Pratique pour attraper des souris, n'est-ce pas? Les chiens, quant à eux, sont des pros quand il s'agit de localiser les sons grâce aux muscles autour de leurs oreilles. Avez-vous déjà vu votre toutou dresser l'oreille quand il entend quelque chose de suspect? C'est son ouïe aiguisée qui est à l'œuvre. Même les plus petits êtres qui bourdonnent autour de nous, comme les insectes, peuvent écouter le monde. À vrai dire, certains insectes possèdent quelque chose de similaire à nos tympans humains. C'est une petite membrane délicate, appelée organe tympanique. Nos tympans vibrent avec les ondes sonores. Cette vibration est ensuite transformée en un signal que notre cerveau peut comprendre. Bien, vous avez sûrement entendu la sérénade nocturne des grillons ou le rythme effréné des cigales en été. Ces petits mélomanes utilisent précisément ce type de configuration pour écouter le monde alentour. Ce n'est pas tout, néanmoins. Certains insectes adoptent une approche différente pour détecter leur environnement. Ils ont ces cellules sensorielles juste au milieu de leurs antennes. Cette structure est ce que l'on appelle l'organe de Johnston. Prenez par exemple les moustiques, les abeilles ou même les drosophiles. Ils utilisent leurs antennes non seulement pour repérer leur chemin, mais aussi pour écouter le monde. Mieux encore, les sphinx, ces papillons nocturnes et crépusculaires, ont un organe unique niché dans leur bouche. Il est comme un super pouvoir qui leur permettrait d'entendre les ultrasons. Avec cela, ils peuvent éviter les dangereux plongeons des chauves-souris à l'affût. Pour ce qui est du trophée ultime de l'ouïe, le règne animal a un champion tout à fait singulier. C'est un autre papillon de nuit. Pas n'importe lequel papillon cependant, il s'agit de la fausse teigne de la cire, étudiée par des chercheurs basés à Glasgow, en Écosse. Ils ont une connaissance fascinante de ces papillons, qui méritent amplement que l'on dresse l'oreille pour y prêter attention. Juste pour vous donner un peu de contexte, la fausse teigne ne se distingue pas par son apparence. Elle est juste brunâtre. En ce qui concerne sa routine quotidienne, elle adore grignoter des alvéoles de miel. Bien qu'elle se fonde parfaitement dans le règne animal, elle a une sacrée paire d'oreilles. À quel point son ouïe est-elle fine, vous demandez-vous? Eh bien, il a été découvert que cette petite créature pouvait capter des sons à des fréquences allant jusqu'à 300 kHz. En comparaison, nos oreilles humaines ne peuvent détecter que des sons d'environ 20 kHz. Cette capacité, déjà peu impressionnante, chute à environ 15 kHz à mesure que nous vieillissons. Même les dauphins ne peuvent-ils pas rivaliser avec la fausse teigne. Ils ne peuvent entendre de sons que jusqu'à environ 160 kHz. Vous vous demandez probablement pourquoi une simple mythe aurait besoin d'une ouïe si développée. Les scientifiques expliquent que la raison derrière cette audition extraordinaire réside dans son instinct de survie, sa peur de la prédation, pour être précis. Les chauves-souris utilisent des signaux d'écolocalisation à haute fréquence pour repérer leurs délicieux repas de papillons, parmi tant d'autres insectes. Mais ces ingénieuses petites mythes ont évolué pour capter des fréquences que même les chauves-souris ne pourraient ne pas atteindre. Malgré ce raisonnement, le mystère perdure quant à pourquoi ces papillons de nuit pourraient bien avoir besoin d'entendre à de telles fréquences.
Au cours de leurs recherches, les spécialistes se sont rendus compte que leurs enregistrements des ultrasons présentaient quelques lacunes. Il y a donc une chance que les chauves-souris soient capables d'émettre des signaux à de si hautes fréquences que les papillons de nuit puissent entendre. Pour découvrir cela, les scientifiques ont utilisé un dispositif à ultrasons conçu tout spécialement. Il a d'abord émis ces fréquences extrêmement élevées, et on a ensuite observé la réaction des papillons de nuit au moyen d'électrodes pour mesurer leur réponse neuronale. Les implications pratiques de ces recherches pourraient être considérables. Comprendre le fonctionnement interne de l'oreille de la fausse teigne de la cire pourrait avoir un grand impact sur la technologie. Ces connaissances pourraient aider les chercheurs à concevoir des microphones minuscules, par exemple. Nous savons que toutes sortes de créatures, des petites bêtes grouillant sur le sol aux titans qui nagent dans l'océan, sont capables de capter certaines fréquences sonores que nos oreilles humaines ne peuvent tout simplement pas détecter. Toutefois, les chercheurs ont fait une découverte fascinante. Ils ont démontré, pour la première fois, que notre capacité à détecter de minuscules différences dans les fréquences sonores pourrait être supérieure à celle des animaux, et ce grâce à nos neurones individuels. Comment ont-ils bien pu prouver cela, me demanderez-vous? Eh bien, ils ont eu recours à une technique unique qui leur permet d'enregistrer l'activité des neurones individuels dans le cortex auditif. C'est une partie de notre cerveau qui joue un rôle majeur dans le traitement des sons, alors que nous sommes exposés à divers bruits. Voyez-vous, l'essentiel de ce que nous savons sur le cortex auditif a été découvert lors de recherches passées qui ont étudié comment l'activité neuronale des animaux réagissait au son. Ces études ont été extrêmement utiles pour nous donner un aperçu de la façon dont ceux-ci sont traités dans notre propre système auditif. Mais elles ne nous ont pas vraiment permis de savoir ce qui nous distinguait, nous, les humains, dans la façon dont nous percevons les sons. Lorsque les chercheurs ont testé comment nous réagissions à des sons artificiels, ils ont découvert que les neurones de notre cortex auditif répondaient avec un niveau de précision surprenant à certaines fréquences spécifiques. Ils pouvaient même déceler des différences aussi infimes qu'un quart de ton, simplement en observant la réaction des neurones individuels. C'est un niveau de détail que l'on ne trouve généralement pas dans le cortex auditif des autres mammifères. La seule exception pourrait être les chauves-souris, qui utilisent leur ouïe d'une manière assez unique. Mais cela pourrait expliquer pourquoi nous pouvons distinguer les fréquences mieux que les animaux. Il semble que la façon dont nos cerveaux traitent ces dernières présente quelques caractéristiques particulières. Lorsqu'on a diffusé des sons plus naturels, comme des conversations, de la musique et des bruits du quotidien, les neurones ont alors montré des schémas d'activité complexes. Ces schémas ne pouvaient pas être entièrement expliqués par la seule sélectivité des neurones. Des études sur les animaux ont montré des phénomènes similaires, mais c'était la première fois que nous observions cela chez les humains. Il existe des requins qui brillent dans le noir. Par exemple, les requins-houles. Ils vivent dans les profondeurs sombres de l'océan, à près de 518 mètres sous la surface. Personne ne sait exactement pourquoi, mais ils émettent une lueur fluorescente que seuls les autres requins-houles peuvent voir. Les scientifiques ont détecté cette lueur en utilisant des filtres qui bloquent la lumière jaune. Ils pensent que cela pourrait être le moyen pour ces gros poissons de communiquer avec leurs copains. Cette lueur aide ces requins à combattre les infections au niveau microbien. Les vachers ont des mots de passe secrets qu'ils utilisent pour se reconnaître entre eux. Il s'agit d'un type spécifique d'oiseaux parasites puisqu'ils pondent leurs œufs dans les nids d'autres espèces d'oiseaux. Les jeunes vachers ont un mécanisme interne qui leur permet de reconnaître le chant de leur espèce comme une sorte de mot de passe secret que seuls connaissent. C'est ainsi qu'ils parviennent à trouver d'autres oiseaux de leur espèce. Un grizzly a une force de morsure incroyablement forte. Il peut sembler mignon, mais si tu t'approches de ce grand gaillard, tu ferais mieux de rester hors de portée de ses griffes tranchantes et surtout de sa gueule. Sa force de morsure est de plus de 8 millions de pascal, ce qui signifie qu'il peut broyer une boule de bowling. Certains animaux ont de grosses rayures épaisses, d'autres sont plus superficielles. Les tigres font partie du premier groupe. Non seulement leur fourrure est rayée, mais leur peau l'est aussi. Il en va de même pour d'autres grands félins à fourrure comme les léopards des neiges. Les girafes et les zèbres font partie du deuxième groupe, car ils ont des motifs uniquement sur leur pelage. En parlant de zèbres, penses-tu qu'ils sont noirs avec des rayures blanches ou blancs avec des rayures noires? Au premier abord, il semble que la deuxième option soit la bonne. Leurs rayures noires se terminent principalement vers l'intérieur de leurs pattes et sur leur ventre, et le reste est blanc. Mais ce n'est pas vrai. Étonnamment, ils sont noirs avec des rayures blanches.
Toute leur fourrure, qu'elle soit blanche ou noire, pousse à partir de follicules qui contiennent des cellules appelées mélanocytes. Tous les animaux possèdent ces cellules. Elles produisent un pigment appelé mélanine qui donne de la couleur à leurs poils et à leur peau. Chez les zèbres, des messages chimiques indiquent quel mélanocyte envoie le pigment à quelle zone de la fourrure. C'est pourquoi les zèbres ont un motif noir et blanc. Mais le blanc n'est pas un pigment propre, c'est une absence de mélanine. Le noir est donc leur couleur par défaut. Les koalas ont des empreintes digitales si proches des nôtres qu'elles pourraient même altérer les scènes de crime. Apparemment, ils n'ont pas grand-chose en commun avec les humains. Mais regarde de plus près leurs mains. Elles ont des boucles et des arcs distinctifs, donc si un koala veut faire quelque chose d'illégal, il serait bon qu'il porte des gants. Les crabes fantômes grognent lorsqu'ils sont en présence de créatures qu'ils n'aiment pas ou qu'ils trouvent menaçantes. Ils le font en utilisant leurs dents de leur estomac. D'abord, ils te font savoir qu'ils se défendront si tu tentes quelque chose en te montrant leurs pinces. Si cela ne fonctionne pas, ils émettent un grognement effrayant comme les chiens. Mais le bruit provient du frottement de leurs 3 dents longues et dures à l'intérieur de leur estomac. Les crabes fantômes produisent le même bruit lorsqu'ils broient de la nourriture. En parlant de dents, savais-tu que les défenses des narvals sont en fait une sorte de dents à l'envers ? Contrairement à la majorité des autres baleines, les narvals sont les seuls à posséder une grande défense ou dents qui poussent à l'intérieur de leur mâchoire. Ils possèdent jusqu'à 10 millions de terminaisons nerveuses qui ne sont pas protégées, ce qui signifie que sa défense est très sensible à tout type de contact. C'est presque comme un morceau de peau, car les défenses n'ont généralement pas beaucoup de terminaisons nerveuses. Près de 95% des humains sont droitiers, et c'est la même chose pour les grands dauphins. Il y a même plus de droitiers parmi eux que parmi les humains. Lors d'une recherche, les scientifiques ont découvert que les grands dauphins se tournent vers le côté gauche plus de 99% du temps, ce qui signifie qu'ils sont droitiers. Ils placent leur côté droit et leur œil droit plus près du fond de l'océan lorsqu'ils vont chercher leur proie, comme les calamars, les crevettes ou les petits poissons. D'autres faits intéressants sur l'océan. Tu savais que les baleines à bosse utilisent des bulles lorsqu'elles poursuivent leur proie ? On pourrait penser qu'elles n'ont pas besoin de méthodes particulières vu leur taille. Mais lorsqu'elles guettent leur proie dans les eaux profondes, ces baleines font équipe et utilisent une technique appelée filet à bulles. Tout en nageant en spirale ascendante, elles soufflent des bulles sous l'eau. Ces bulles empêchent les poissons de s'échapper. La plus ancienne preuve que nous ayons de chats domestiqués remonte à 12 000 ans. Des chercheurs l'ont découverte il y a près de 20 ans en creusant dans un ancien village de Chypre. Ils ont trouvé des ossements de chats juste à côté d'ossements humains, ce qui suggère qu'ils étaient proches même lorsque leur vie prenait fin. Les humains étaient des chasseurs, ils ont donc domestiqué les chiens en premier il y a environ 29 000 ans. Les chiens les aidaient à attraper d'autres animaux, mais ils ne pensaient pas avoir besoin de chats jusqu'à ce qu'ils commencent à se sédentariser et à stocker les surplus de récolte. Les souris sont souvent présentes dans les entrepôts de céréales et les chats se sont avérés très utiles à cette époque. Les macareux sont très ingénieux lorsqu'ils veulent se gratter le corps. Ils peuvent sans doute être fiers de leur magnifique bec, mais ils pensent manifestement que ce n'est pas suffisant pour se gratter. Les chercheurs ont remarqué qu'ils ont tendance à prendre spontanément un petit bâton en bois pour gratter un endroit qui les démange. Il y a un type spécial de fourmi qui ne vit que dans une petite partie de Manhattan. Le terre-plein de Broadway, entre les 63e et 76e rues, est l'endroit que ces créatures rampantes ont décidé de choisir. La Manhattan Ant semble venir d'Europe, mais aucune espèce européenne ne peut réellement lui ressembler. Les fans de Potter, pouvez-vous croire qu'il existe une chose comme une grenouille en chocolat ? Eh bien, pas tout à fait, mais ça lui ressemble. La Nouvelle-Guinée et l'Australie n'ont pas toujours été séparées. Elles ont passé des millions d'années ensemble jusqu'à ce que, il y a environ 12 000 ans, le niveau des mers les sépare. Comme elles sont restées ensemble pendant si longtemps, certains animaux et certaines plantes vivent encore dans les deux régions, notamment les rainettes de White. Ces grenouilles se sont répandues très loin et certaines d'entre elles qui vivent dans des régions chaudes et marécageuses entourées de nombreux crocodiles ont l'air d'être en chocolat. Nous connaissons tous les flamants roses pour leur couleur particulière, mais ils ne sont pas vraiment roses. Ils naissent gris et resteraient ainsi s'ils ne se nourrissaient pas d'algues bleues et de crevettes. Ces aliments contiennent un colorant naturel spécifique, ce qui explique pourquoi les plumes des flamants roses deviennent roses avec le temps. Lorsque les petits diables de Tasmanie grandissent et quittent leur mère, ils se regroupent et forment des liens qui durent toute leur vie. Les vaches ont aussi des liens sociaux plus forts qu'on ne le pense. Elles aiment socialiser et nouent des amitiés durables.
Une étude a même révélé que leur rythme cardiaque augmente sensiblement en signe de stress lorsqu'elles sont séparées de leurs meilleurs amis. Imagine que tu puisses simplement te congeler pendant les froides journées d'hiver au lieu d'écouter tes dents claquer et d'essayer de fermer ta veste. C'est ce que peuvent faire les grenouilles. Les grenouilles aquatiques hibernent principalement sous l'eau et passent la majeure partie de l'hiver au fond d'un étang, d'un lac ou d'une autre étendue d'eau. Les crapauds et les grenouilles ont généralement le sang froid, ce qui signifie que la température de leur corps adopte celle de leur environnement. Ainsi, les grenouilles peuvent geler pendant l'hiver en raison d'une forte concentration de sucre ou de glucose dans leurs organes vitaux. Une fois dégelées, elles continuent comme si de rien n'était. Les pieuvres ont 3 cœurs et du sang bleu. Elles peuvent se déplacer à une vitesse de 40 km/h et projettent de l'encre qui non seulement brouille le champ visuel du prédateur, mais lui nuit également. Les pieuvres ont aussi 9 cerveaux, le cerveau central et 8 cerveaux plus petits situés dans leurs bras. C'est pourquoi leurs bras peuvent ouvrir un coquillage alors que le cerveau central est occupé à faire autre chose. Une pieuvre goûte même avec ses bras. Elle possède des cellules dans leurs ventouses qui permettent aux bras de toucher et de goûter de manière à détecter les substances chimiques produites par les créatures marines. De cette façon, une pieuvre peut distinguer ses proies des rochers. C'est juste une journée ordinaire. Comme d'habitude, tu prends une douche avant de commencer à te préparer pour le travail. Tout se passe comme prévu, jusqu'à ce que tout parte en cacahuète. Un geste maladroit, un peu d'eau renversée sur le sol, et te voilà en train de battre des bras en l'air, ton corps se rapprochant du sol à une vitesse effrayante. Tout devient noir. La première chose que tu entends est un sifflement aigu dans ta tête. Aïe, ta tête, aïe. Tu te lèves avec précaution. Il n'y a pas de sang, et c'est tant mieux. Ce qui est encore mieux, c'est que le bruit agaçant s'arrête brusquement. En te tenant la tête, tu sors de la salle de bain et tu manques de trébucher sur ton chat Milo. Il miaule, puis une voix claire dans ta tête te dit « Espèce de gros maladroit !» Hein ? Tu tournes la tête avec effroi, mais tu ne vois personne. Il n'y a que toi et... Milo ? Tu t'es probablement cogné la tête plus fort que tu ne le pensais. Tu hausses les épaules et tu te diriges vers la cuisine. Milo te suit. Tu entends des ronchonnements incessants. Pourquoi lui peut-il dormir dans la chambre alors que je suis interdit de séjour ? Pourquoi n'ai-je pas encore eu mon repas ? Cet humain est trop paresseux. Dois-je gratter le canapé ou laisser une souris sur son oreiller ? La première pensée qui te vient à l'esprit est « Il y a des souris dans la maison ?» La seconde est plus pertinente. « Je suis en train de perdre la boule. Génial !» En mode pilotage automatique, tu verses un peu de lait dans le bol de Milo et tu en remplis un autre avec des croquettes. Le chat ne semble pas satisfait de ta vélocité si l'on en croit son « Oh, pour l'amour du ciel, bouge-toi, mec !» Ok, maintenant, tu vas devoir vivre en sachant que ton chat bien-aimé Milo a en réalité le caractère d'un vieil homme grincheux. Oh ! Tu décides de t'enfermer à nouveau dans la salle de bain parce que tu commences à te sentir épuisé. Tu t'assieds lourdement sur le couvercle des toilettes et tu manques de tomber de ton trône à la renverse lorsque tu entends des bruits de disputes bruyantes. Après avoir regardé autour de toi, tu découvres qu'apparemment, il n'y a pas seulement des souris, mais aussi des cafards dans ta maison. Tout simplement génial. Actuellement, tu as les yeux fixés sur un couple de ces insectes qui semblent se chamailler. Du moins, l'un d'entre eux accuse l'autre de... Attends, quoi ? De tricher ? Tu en as assez entendu. Tu t'apprêtes à sortir de la salle de bain quand tu entends un bang. Dans la salle de bain, tu trouves ton chat par terre sous un pot de fleurs brisé. Le pire, c'est qu'il a l'air vraiment blessé. Il n'arrête pas de gémir et de miauler. J'ai mal, ma patte, aïe, aïe. Mais le canapé ne peut pas rester sans égratignure aujourd'hui. Tu attrapes Milo, le pousses dans sa caisse de transport. Hé, attention toi, le bipède. Et tu te diriges vers la clinique. Sur le chemin, tu dois te concentrer fortement pour bloquer le bruit des innombrables voix qui t'assaillent. La salle d'attente du vétérinaire est pleine. Tu vas devoir patienter longtemps. Une demi-heure plus tard, ta tête est prête à exploser. Tu as découvert que ce python jaune s'intéresse de façon suspecte au hamster que la jeune fille qui se trouve dans le coin serre contre sa poitrine. Si joli. Le hamster s'inquiète de sa réserve de noix. Où les ai-je cachés ? Où ? Un petit chien venu avec une dame âgée a peur des aiguilles.
Si ce truc pointu s'approche encore une fois de moi, ils vont le regretter. Je détruirai tout le monde sur mon passage. Ton tour est enfin venu. La vétérinaire t'invite dans son cabinet et tu te penches pour récupérer Milo quand un jeune homme à l'air désespéré fait irruption dans la pièce. « Mon chiot, qu'est-ce qu'il a ?» La vétérinaire te regarde en s'excusant, mais tu es concentré sur le chiot. Il a l'air faible, mais tu parviens à comprendre les mots « chocolat, miam ». Lorsque tu dis au vétérinaire et au propriétaire anxieux que le toutou a mangé du chocolat, qui est en fait un poison pour les chiens, ils te regardent d'un drôle d'air et disparaissent dans le cabinet du médecin. Quelque temps plus tard, le type sort, tenant le chien qui a l'air bien mieux qu'avant. Lorsqu'ils sont partis, le vétérinaire se tourne vers toi. « Comment avez-vous compris que ce chien avait mangé du chocolat ?»« Oh, nous y voilà !» Tu décides que l'honnêteté est la meilleure stratégie. Et tu dis au vétérinaire que tu peux comprendre ce que disent les animaux. Bien sûr, elle ne te croit pas. Tu dois faire des efforts pour la persuader. Mais avec l'aide de 2 autres chiens, de Milo et d'un vieil écureuil, tu parviens à lui faire croire ce que tu avances. Lorsque tu rentres à la maison, tu as la tête qui tourne et tu as très faim. Tu ne penses qu'à des œufs au plat et du bacon. Miam! Attends, du bacon ? Mais c'est... Oh, visiblement à partir d'aujourd'hui, tu es devenu végétalien. Quoi qu'il en soit, c'est là que tout bascule. Tu ne sais pas comment cela s'est produit, mais tu deviens célèbre du jour au lendemain. Le lendemain matin, un grand bruit te réveille. Et ce n'est pas comme si des animaux te parlaient. Tu regardes par la fenêtre et tu vois une foule de gens rassemblés autour de ta maison. Certains sont des journalistes, mais d'autres sont des propriétaires d'animaux de compagnie venus te demander de l'aide. Milo n'est pas content. Tout en grognant sans arrêt et en te traitant de tous les noms, il te mord la jambe et se réfugie sous les escaliers. Et toi, tu sors de chez toi pour parler aux gens et répondre aux questions des journalistes. Le soir, tu es épuisé, mais aussi heureux. Tu as sauvé plusieurs animaux aujourd'hui. Ils avaient de graves problèmes de santé et des troubles psychologiques que leurs propriétaires n'arrivaient pas à résoudre seuls. Allongé dans ton lit dans le noir, tu réfléchis à la façon dont tu pourrais utiliser tes pouvoirs. C'est alors que ton plan prend forme. Bientôt, tu deviens le spécialiste des soins aux animaux le plus renommé au monde. Tu écoutes les animaux parler de leurs problèmes, tu les soulages de leur dépression et tu les aides à résoudre les malentendus avec leurs propriétaires. Des émissions de télévision t'invitent pour des interviews, ta chaîne YouTube se développe chaque jour. Les gens te reconnaissent dans la rue et te demandent de prendre des photos avec eux. Tu voyages dans le monde entier, tu aides les espèces menacées et tu donnes des conférences. Tu ouvres des cliniques vétérinaires aux 4 coins du globe et tu invites les meilleurs professionnels à y travailler. Tu ne te sens jamais seul. Il y a toujours quelqu'un à qui parler ou à écouter. Au moins quelques oiseaux quand tu te promènes dans le parc ou quelques poissons quand tu as un rare moment de repos sur la plage. En même temps, tu as pris conscience du nombre d'animaux qui supplient pour obtenir de l'aide, mais personne ne peut les entendre. Tu décides alors d'endosser le rôle de leur porte-parole. Il s'avère que tu es maintenant célèbre non seulement dans le monde des humains, mais aussi dans celui des animaux. Ils sont reconnaissants et en retour, ils commencent à t'informer de différentes catastrophes naturelles qui sont sur le point de se produire sur la planète. Tu as entendu dire que les animaux pouvaient prédire les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques. Et si avant, les gens devaient faire des efforts pour remarquer le comportement inhabituel de certaines espèces, désormais, les animaux te transmettent simplement des informations sur ce qui va se passer et où. Avec le temps, tu remarques que tu passes moins de temps parmi les gens et plus de temps avec les animaux. Ensemble, vous planifiez des campagnes contre les zoos, les cirques et autres lieux où les animaux sont détenus contre leur gré. Et puis un jour, l'impensable se produit. Tu rentres chez toi lorsqu'une camionnette noire s'arrête à côté de toi. Plusieurs types masqués t'attrapent et te poussent à l'intérieur. Les portes se referment dans ton dos. À l'intérieur, tu découvres que plusieurs personnes influentes ne sont pas contentes de ton activité. Tu te rends compte que ce voyage ne va pas bien se terminer. Les gars te bandent les yeux et te conduisent quelque part. Mais à un moment, tu perds pied et tu te cognes la tête contre quelque chose. Très fort. Tu ouvres les yeux, Milo se tient au-dessus de toi et regarde ton corps étendu avec une certaine indifférence.
Et puis la chose la plus terrible se produit. Il miaule ce qui ressemble à une phrase entière, se détourne et sort de la salle de bain. Et tu ne comprends pas un seul miaulement de ce qu'il dit. Est-ce que tout cela n'était qu'un rêve ? Il s'avère que les étoiles de mer n'ont pas de tête. Elles sont la tête. Lorsque vous observez une étoile de mer, vous vous dites sûrement qu'elle n'a que 5 bras. Les savants ont toujours été curieux de savoir pourquoi les étoiles de mer ressemblaient à cela, et, en particulier, où se trouvait vraiment leur tête. La plupart des créatures, nous y compris, possèdent des corps bilatéralement symétriques, ce qui signifie que vous pouvez les scinder au milieu et obtenir 2 côtés qui correspondent. Mais les étoiles de mer, ainsi que les oursins plats et les anémones de mer, sont différents. Ils possèdent une symétrie radiale, ce qui signifie que leurs corps ont des parties identiques mais réparties à partir du centre. Les étoiles de mer, ou astéries, sont particulières en raison de cette symétrie à 5 branches, et l'on peut les diviser en 5 parties égales. Pour réaliser cette découverte, les scientifiques ont eu recours à une technique appelée tomographie ARN, qui aide à l'étude des gènes. Ils se sont concentrés sur ceux qui déterminaient la couche extérieure, incluant le système nerveux. Étonnamment, les gènes associés étaient actifs dans la tête de l'étoile de mer, ainsi que dans ses bras. Pourtant, les gènes liés au tronc étaient à peine actifs. Cela suggère que les étoiles de mer présentent une séparation unique entre leur tête et leur corps. L'étude a suscité de nouvelles questions sur l'évolution de ces créatures et sur ce à quoi leurs ancêtres dotés de troncs auraient pu ressembler, en se basant sur leurs fossiles. Elle a également montré que les gènes actifs dans le système nerveux d'un entéropneuste se trouvaient également actifs dans la peau de l'étoile de mer, recouvrant tout son corps. Ces gènes sont les plus actifs au centre de chaque bras, changeant vers l'extrémité pour s'apparenter davantage aux gènes que l'on trouve à l'arrière d'autres animaux. Les étoiles de mer sont dépourvues des gènes qui constituent un torse. Tout cela a remis en question notre conception de leur anatomie. Il existe une rumeur selon laquelle Paul McCartney aurait enregistré un sifflement ultrasonique pour son berger des Shetland, à la fin de la chanson des Beatles, A Day in the Life. Les chiens peuvent percevoir ces ultrasons car leur ouïe est phénoménal. Pour remuer une seule de leurs oreilles, ils doivent faire appel à 18 muscles différents. Cela leur permet de localiser rapidement l'origine des sons, et c'est une autre compétence où ils nous surpassent de loin. Leurs incroyables oreilles font parfois de l'ombre à leurs truffes. L'odorat des chiens est jusqu'à 100 000 fois plus affûté que celui des humains. Lorsque nous n'avons qu'environ 5 millions de récepteurs olfactifs, un chien de chasse peut en compter jusqu'à 300 millions. Une autre étude a prouvé que les chiens et les grands dauphins pourraient partager une fascinante similitude avec les humains. Ils appellent leurs proches par leur nom lorsqu'ils se retrouvent séparés. Cela ferait d'eux les premiers animaux connus pour cela. Ces recherches ont révélé que les dauphins reproduisaient les sifflements caractéristiques de l'un des leurs lorsqu'ils étaient éloignés de leurs congénères. Dans les enregistrements du programme de recherche sur les dauphins de Sarasota, des paires de dauphins ont été gardés dans des bassins séparés, mais ils pouvaient toujours communiquer entre eux. Et leur bavardage imitait les sifflements uniques de leurs compagnons dauphins. Ensuite, nous avons les flamands et leurs pratiques alimentaires si particulières. On les voit souvent se nourrir avec la tête positionnée à l'envers. Ce comportement distinctif est lié à l'anatomie de leur bouche et à la mécanique de leur long cou élégant. Ces oiseaux sont des animaux filtreurs, qui utilisent leur langue comme des tamis efficaces pour trier la nourriture. Lorsqu'un flamand trempe son cou dans l'eau, il positionne essentiellement sa bouche à l'envers. Ensuite, l'oiseau rabat son bec et propulse habilement l'eau à travers des extensions en forme de peigne le long de celui-ci. Il utilise également sa langue pour expulser l'eau, tout en retenant toute la nourriture collectée. Si vous avez regardé le film La sagesse de la pieuvre, vous savez peut-être déjà que celles-ci sont capables de nouer des liens avec les humains. Mais cette fois, nous allons nous concentrer uniquement sur l'anatomie de cette créature. Les pieuvres ont 3 cœurs. Un cœur pompe le sang à travers leur corps et les 2 autres travaillent de concert pour envoyer ce sang vers les branchies de l'animal. Les pieuvres ont aussi 9 cerveaux. Chacun de leurs 8 tentacules a son propre mini-cerveau. Ceux-ci permettent à chaque tentacule de se mouvoir indépendamment, à une vitesse fulgurante. Il y a également un 9e cerveau, qui supervise l'ensemble du système nerveux de l'octopode. Les opossums sont aussi très intelligents, à leur manière. Ils sont connus pour feindre la mort lorsque leur vie est menacée. S'ils sont confrontés à des prédateurs,
Les opossums tentent d'intimider leurs ennemis en montrant leurs crocs, en sifflant et en grognant. Toutefois, lorsque toutes ces tactiques échouent, les opossums se résignent à fermer les yeux et s'effondrent sur le côté pour faire semblant d'être morts. Pour parfaire l'illusion, un opossum peut également baver, laisser pendre sa langue et même se faire dessus pour mieux laisser croire à une mort soudaine. Il est remarquable que les opossums puissent maintenir un tel état pendant plusieurs heures, en attendant d'être sûrs que la menace est disparue. Les singes peuvent être très bruyants lorsqu'ils s'appellent les uns les autres. Mais le cri du singe hurleur peut parcourir environ 5 km si les bonnes conditions sont réunies. Les mâles sont généralement plus bruyants que les femelles. Ce son est en fait créé en tirant de l'air à travers l'espace d'un grand os qui se trouve dans la gorge de l'animal. Cet os est plus grand chez les mâles que chez les femelles. Et c'est pourquoi les mâles hurlent plus fort. Les ours polaires ont une peau noire sous toute cette fourrure. Leur pelage blanc et duveteux est en fait translucide. Il semble seulement blanc car il réfléchit la lumière visible et la peau en elle-même est d'un noir profond. Ces plantigrades sont tout aussi impressionnants quand il s'agit de nager. Ils peuvent atteindre une vitesse de pointe de 10 km/h dans l'eau, ce qui est plutôt rapide pour de si grosses créatures. Ils peuvent nager sur des kilomètres et continuer pendant des heures. Leurs grandes pattes sont faites pour la nage. Ils les utilisent pour pagailler dans l'eau tandis que leurs pattes arrière restent droites et agissent comme gouvernail, les aidant à se diriger. Puisque nous avons été voir les ours polaires, nous pourrions tout aussi bien ajouter un fait romantique sur les manchots. Les manchots Papou et Adélie se mettent en avant avec de généreuses propositions. Ils offrent à leurs partenaires potentiels des cailloux précieux, essentiels en vue de la construction de leur nid dans les paysages désolés de l'Antarctique. Si la femelle manchot accepte ce caillou, ils sont liés pour la vie et prêts à s'accoupler. Une autre étude a révélé que nos adorables chats domestiques partageaient plus de 95% de leur patrimoine génétique avec les tigres. Ces charmantes boules de poils reproduisent également de nombreux comportements de leurs parents sauvages, comme marquer leur territoire au moyen de leur odeur, et le classique, traquer et bondir en guise de jeu. Biologiquement, néanmoins, le cerveau d'un chat est assez similaire à celui d'un humain. Nous partageons des régions émotionnelles identiques dans nos cerveaux. Les chats peuvent également produire jusqu'à 100 sons différents. Les hiboux ont des tubes, ou cylindres, oculaires. Ces yeux de forme allongée n'accomplissent pas le même mouvement que nos globes oculaires. Nos yeux peuvent se déplacer dans presque toutes les directions. Les hiboux, eux, doivent effectuer un tour complet au moyen de leur corps ou de leur tête pour regarder autour d'eux. Tout cela en raison de leur vision nocturne. Pour maîtriser l'art de voir dans l'obscurité, ils ont besoin de grandes cornées, capables de recueillir chaque particule de lumière. La plupart des animaux nocturnes, comme les lorilans ou les tarsiers, ont d'énormes yeux pour s'acquitter de cette tâche. Mais les hiboux ont de petits crânes, de sorte que leurs yeux ne pourraient pas grandir davantage. Les cafards sont connus pour leur capacité à survivre, et une raison clé à cela réside dans leur structure cérébrale unique. Ils possèdent 2 cerveaux, un dans leur tête et un plus rudimentaire au niveau de leur abdomen. Si elles sont si difficiles à attraper, c'est parce que ces bestioles réagissent extrêmement vite. Elles ont de petits poils sur leur arrière-train qui peuvent ressentir la moindre brise. Lorsque ces poils tressaillent, le cafard ne perd pas de temps. Il passe instantanément en mode évasion. Des recherches ont montré qu'un cafard pouvait réagir en seulement 1/20 de seconde. Ainsi, au moment où nous allumons la lumière ou attrapons quelque chose pour l'écraser, le cafard est déjà en train de filer à toute vitesse. Les chats peuvent faire des rêves. Parfois, vous pouvez voir les moustaches de votre chat remuer ou ses pattes donner de petits coups pendant qu'il dort. Cela ne signifie pas nécessairement que votre animal fasse un cauchemar. Il suffit de s'intéresser au sommeil humain pour avoir une idée de ce qui se passe chez nos amis félins. Pendant le sommeil paradoxal, ou REM, notre cerveau devient très actif, presque autant qu'à l'éveil. C'est aussi le moment idéal pour rêver. Le sommeil REM est ainsi nommé en raison des mouvements rapides que font nos yeux sous nos paupières. Mais alors que nos yeux peuvent bouger, le reste de notre corps demeure immobile. L'accent est mis sur ce qui se passe dans nos têtes. C'est aussi vrai pour les chats. Hormis un mouvement par-ci, par-là, les chats ne bougent généralement pas beaucoup lorsqu'ils roupillent. Bon, soyons réalistes. Nous, les humains, nous sommes plutôt ordinaires. Nous ne sommes pas des super-héros dotés de super-pouvoirs, n'est-ce pas? Quoi? Vous n'étiez pas au courant? Le monde animal, quant à lui, possède un tas de super-héros.
Certaines créatures va-et-vont éternellement, d'autres semblent se moquer des lois de la gravité. D'autres encore sont immunisés contre le venin, et d'autres enfin peuvent courir sur l'eau. Certains d'entre eux vous donneront des frissons. Le premier super pouvoir de la liste est la capacité à vivre sans eau. Les rats kangourous peuvent se passer d'eau pendant des années. En fait, cela ne les dérange pas de vivre sans eau. Les humains, en revanche, ne peuvent survivre que 3 jours sans eau. Humains, 0, rats kangourous, 1. Ces petits animaux vivent dans des zones désertiques extrêmement arides et doivent puiser l'eau dans les graines et les plantes qu'ils mangent. Bien que cela puisse paraître un peu inquiétant, les rats kangourous savent aussi extraire l'eau de leur urine avant d'aller aux toilettes. Ainsi, ils ne perdent pas une seule goutte de cette précieuse humidité. Cela pourrait s'avérer utile lors d'événements sportifs. Laissez-moi maintenant vous présenter le Peter Parker du monde animal. Tout à fait. On dirait que Spider-Man est bien réel, mais qu'il n'est pas humain. Voici un lézard gecko, ou plus simplement un gecko. Cette créature a la merveilleuse capacité de grimper sur toutes sortes de surfaces verticales et peut même se promener au plafond. Cet exploit qui défie les lois de la gravité est possible grâce au coussinet plantaire unique du lézard, recouvert de minuscules poils. Ils peuvent s'accrocher à presque toutes les surfaces, qu'elles soient lisses, dures, rugueuses ou molles. Un autre fait amusant à propos de ces lézards est qu'ils n'ont pas de paupières. Ils gardent donc toujours un œil grand ouvert sur ce qui se passe autour d'eux. Si tu te demandes comment ils font pour protéger leurs yeux, voici la réponse. Leurs yeux sont recouverts d'une membrane transparente, la cornée. Bien sûr, ils ne peuvent pas fermer les yeux, et s'ils ont quelque chose dans l'œil, ils le lèchent tout simplement. C'est vrai, ils nettoient leurs globes oculaires en les léchant. On peut imaginer qu'il s'agit d'un autre super pouvoir. Des super pouvoirs supersoniques ? Oui, bien sûr. Une crevette subtropicale d'environ 2,5 cm désoriente sa proie avec une onde de choc. Malgré sa taille modeste, la crevette pistolet est l'un des animaux marins les plus bruyants. Lorsque la crevette fait claquer ses pinces, elle crée un bruit aussi fort qu'un boom sonique. Naturellement, ce son étourdit la proie, et la crevette peut l'attraper sans trop d'efforts. Dans le monde de la bande dessinée, il y a Venom. Dans le monde animal, il y a un type que l'on peut appeler anti-Venom. Les opossums sont connus pour leur astuce bien pratique, qui consiste à faire semblant d'être décédés lorsqu'un prédateur les attaque. Mais ce n'est pas tout. Ces animaux sont également immunisés contre le venin de serpents à sonnette et de vipères péliades. Le secret réside dans un peptide qui aide les opossums à neutraliser les substances chimiques dangereuses. C'est la raison pour laquelle les serpents sont une des friandises préférées du régime alimentaire des opossums. Leur alimentation se compose par ailleurs d'un élément curieux, les tiques. Un opossum peut attraper environ 5000 tiques par saison, et la plupart d'entre elles sont prélevées sur son propre corps. Imaginez un poisson si célèbre qu'on l'appelle un poisson dangereux. Il s'agit du mbenga, qui se traduit littéralement par poisson dangereux en swahili. Ce monstre vit en eau douce et ne rechigne pas à manger un crocodile. Pas un crocodile entier, mais le mbenga peut aisément en prendre une bouchée. Enfin, pour être honnête, les mbengas ont peur des crocodiles, tout comme les crocodiles ont peur des mbengas. Vous regardez cette vidéo à l'aide d'un P pareil, n'est-ce pas ? Eh bien, tous les gadgets que nous possédons, nous les devons d'une certaine manière aux anguilles électriques. Tous les gadgets ont des batteries, et les anguilles ont beaucoup contribué à l'invention d'une batterie électrique en 1800. Je sais, les batteries ont changé de manière méconnaissable depuis lors, mais tout de même, la première batterie électrique a été inventée grâce aux anguilles électriques. Quoi qu'il en soit, si vous en voyez une et que vous voulez la remercier pour sa magnifique invention, évitez de le faire. Le problème, c'est qu'elles peuvent délivrer des chocs allant jusqu'à 860 volts. Vous ne voulez pas en faire l'expérience. Parlons maintenant du conte Dracula du règne animal. Non, je ne parle pas des chauves-souris. Je parle du poisson vampire à crocs. Ces poissons sont connus sous le nom de payara et ont 2 longs crocs qui dépassent de leur mâchoire inférieure. C'est pourquoi certaines personnes les associent aux vampires. Les hippopotames sont les gourous de la beauté puisqu'ils savent comment économiser une fortune sur les soins de la peau. Vivant sous le dur soleil africain, ces animaux sécrètent une substance huileuse rouge ressemblant à de la sueur qui s'évapore et garde le corps des animaux au frais. De plus, ce liquide sert à la fois de crème hydratante, d'écran solaire et d'antibiotique,
Mais elles ne sont pas les seules à disposer d'un tel super pouvoir. Les crevettes mantes savent, elles aussi, produire un écran solaire naturel, mais elles l'utilisent pour protéger leurs yeux. Il s'agit de pigments d'acides aminés, et ces pigments agissent comme des filtres spéciaux qui contribuent également à la netteté de leur vision. C'est ce que j'appelle être multitâche. Les suricates ont des taches sombres autour des yeux, ce qui les rend encore plus mignons. Mais ces cercles noirs ne sont pas là uniquement pour rendre nos amis encore plus adorables. Ils font également office de lunettes de soleil intégrées. La fourrure foncée des taches bloque le soleil brûlant, ce qui permet aux suricates de regarder directement le ciel. De plus, grâce à cela, la sentinelle, un suricate qui surveille les oiseaux et autres prédateurs, peut facilement voir venir le danger et alerter ses compagnons. Les chèvres sauvages sont célèbres pour leur talent d'escalade, mais c'est le bouquetin des Alpes, dans le nord de l'Italie, qui est le champion. Cet animal peut escalader presque toutes les surfaces verticales, défiant ainsi plusieurs lois de la physique. Il est intéressant de noter que les animaux qui marchent sur les parois des falaises les plus abruptes sont généralement des chèvres mères, accompagnées de leurs petits. Les grands mâles préfèrent garder leur distance et utiliser des surfaces horizontales planes. Ils sont malins. Les saumons sont d'habiles navigateurs qui pourraient en faire rougir de honte la plupart des conducteurs. Cependant, cette compétition ne serait pas équitable. Après tout, les saumons peuvent sentir le champ magnétique de la planète et s'en servir pour s'orienter s'ils se perdent. Si vous avez du mal à vous orienter en ville, un saumon pourrait vous aider. N'oubliez pas d'attacher l'aquarium. Certains animaux se protègent avec du venin ou de vilaines morsures, tandis que d'autres utilisent des astuces chimiques pour se protéger. Écoutez ceci. Certaines espèces de mille-pattes produisent du cyanure d'hydrogène et l'exsudent lorsqu'ils se sentent menacés. Le cyanure d'hydrogène est inodore, mais très toxique. Un seul petit mille-pattes ne peut pas vous blesser gravement, mais vous risquez d'avoir des brûlures, voire des cloques si votre peau est sensible. De plus, pour rendre le tableau encore plus effrayant, certains mille-pattes brillent dans le noir. Alors faites attention. Et si vous voyez un point lumineux rampant la nuit, sauvez-vous aussi vite que possible. Lorsque le Bombyx se sent menacé, il pulvérise un liquide brûlant à partir de l'extrémité de son abdomen en émettant un bruit sec. Dès que le lépidoptère sent un danger, une réaction chimique se déclenche dans des réservoirs spéciaux situés dans son abdomen. La chaleur dégagée par ce processus atteint presque le point d'ébullition et produit également un gaz spécial qui déclenche l'éjection. Cette super protection est généralement fatale pour les insectes attaquants. J'imagine. Les lézards Jésus-Christ ont l'étrange capacité de courir sur l'eau. Tout d'abord, leurs pattes arrière sont équipées de longs orteils, dont les franges de peau peuvent s'étaler sur l'eau. Ainsi, une plus grande surface du pied du lézard est en contact avec l'eau. Ensuite, lorsqu'il court sur l'eau, ses pattes bouent à une vitesse incroyable. Cela crée de petites poches d'air qui empêchent l'animal de se noyer en le maintenant à la surface. Les puces ne sont pas toujours très intéressantes, mais cela ne les rend pas moins étonnantes. Ces minuscules bestioles peuvent sauter environ 50 fois la longueur de leur corps. Si les gens pouvaient en faire autant, nous serions capables de sauter approximativement à 1,5 km dans les airs. Eh bien, essayons. Le plus curieux dans l'étonnante capacité des puces, c'est qu'elles tirent la plus grande partie de la puissance de leur saut de leurs orteils, et non de leurs genoux. Quel est votre super pouvoir animal préféré? Je vote pour le rat kangourou. Je n'aime pas faire la queue pour aller aux toilettes. J'ai une sacrée nouvelle pour vous. Les rats sont chatouilleux. En tout cas, c'était une nouvelle pour moi. Quoi qu'il en soit, ils ont ce que l'on appelle un centre du rire dans leur moyen cerveau. Et ils s'activent lorsque quelqu'un chatouille ces animaux ou quand ils se livrent à des activités amusantes et ludiques. Les chercheurs ont découvert cela en 2016, après avoir chatouillé le ventre des rongeurs et écouté leurs petits couinements aigus. Les colibris sont les seuls oiseaux que nous connaissions qui puissent voler en arrière. Ils le font principalement quand ils veulent s'éloigner des fleurs. Et voici un animal qui est incapable de reculer, le kangourou. Ils peuvent sauter et parcourir de grandes distances, mais la structure de leurs puissantes pattes arrière et de leur grande queue les empêche de marcher à reculons. Les narvals sont ces créatures étranges qui ressemblent à des sortes de licornes de mer,
Cette corne sur leur tête n'est pas une défense. C'est une énorme dent qui sort à travers la lèvre supérieure des narvals mâles. Cette dent joue probablement un rôle dans leur parade nuptiale. Les flamants roses ne sont pas réellement roses. Ils naissent gris. Mais au cours de leur vie, ils mangent beaucoup d'algues et d'autres aliments contenant un pigment rouge-orange que nous connaissons sous le nom de bêta-carotène. Ce pigment est décomposé et finit par se retrouver dans leur peau et leurs plumes, ce qui les rend roses. Ils doivent manger énormément de ces aliments pour rester ainsi. Si nous autres, humains, voulions changer la couleur de notre peau, nous ne serions pas capables de manger suffisamment d'aliments riches en bêta-carotène pour devenir réellement roses ou, dans notre cas, carrément orange. Les paresseux sont vraiment lents. Toutes les blagues et références à leur sujet sont vraies. Mais ils sont aussi de très habiles nageurs. Et ils se déplacent dans l'eau 3 à 4 fois plus vite que sur Terre. Ils peuvent faire la brasse tout comme les humains. Et c'est une compétence importante pour eux, car ce sont des animaux tropicaux vivant principalement dans les jungles. Et ces zones sont souvent inondées. Les tigres sont les plus grands membres de la famille des félins. Et oui, plus grands encore que les lions. Ensuite, aucun tigre ne présente les mêmes rayures. Leur pelage est en fait un camouflage, qui se révèle utile lorsqu'ils ont besoin de trouver le coin idéal d'où leur proie ne les verra pas. Il est intéressant de noter que leur peau est également rayée, pas seulement leur pelage. Et leurs rayures sont aussi uniques que nos empreintes digitales. Même s'ils ont l'air plutôt innocents et rigolos, vous ne voudriez pas déranger un ornithorynque. Ces animaux sauvages font partie des quelques espèces de mammifères capables de vous empoisonner. Ils ont des ergots sur les bouts de leurs pattes arrière qui peuvent libérer du venin. Ils n'est pas assez puissants pour être mortels, mais la piqûre peut tout de même être très douloureuse et provoquer un gonflement ainsi que d'autres problèmes. Lorsqu'une coccinelle doit se défendre contre d'éventuels prédateurs, elle commence par saigner des genoux. Ce n'est pas du véritable sang qui sort de ses articulations. C'est une substance chimique particulière qui sent très mauvais et, par conséquent, repousse les prédateurs. Elles ont un autre mécanisme qui les aide à survivre dans l'impitoyable règne animal, leur couleur spécifique. Les prédateurs n'aiment pas vraiment les combinaisons de couleurs vives telles que le rouge, l'orange et le noir, car ils savent que les créatures colorées de cette façon peuvent avoir un goût affreux. Les coqs peuvent être extrêmement bruyants le matin, mais ils ne deviennent pas sourds, car ils n'entendent même pas à quel point leurs cris peuvent être forts. Ce qui les protège, ce sont des sortes de boules skies intégrées. Les poules ont un système semblable qui réduit le risque de perte d'audition. Non seulement elles possèdent cette protection, mais elles peuvent également faire repousser leurs cellules ciliées cochléaires si elles sont endommagées en seulement quelques jours. Les hiboux n'ont pas vraiment de globes oculaires, ils ont quelque chose qui s'apparente plutôt à des tubes oculaires. Et ils ne peuvent pas les bouger de gauche à droite comme nous pouvons le faire avec nos yeux. C'est pourquoi ces oiseaux ont des coups incroyablement flexibles. Ils sont capables de tourner leur tête à 270 degrés. En comparaison, les humains ne peuvent tourner la leur qu'à 180. C'est pourquoi les hiboux ont un système spécifique de vaisseaux sanguins dans leur tête. Il apporte du sang frais au cerveau si un oiseau tourne sa tête trop rapidement et coupe sa circulation. Nage droit devant toi. Vous vous souvenez peut-être de la façon dont Dory le poisson chirurgien bleu chantait cela dans Le Monde de Nemo. Dory n'était pas un requin, mais c'est un message que certaines espèces de requins doivent prendre au pied de la lettre. Les requins mako, les grands requins blancs, les requins baleines et d'autres espèces doivent continuer à nager toutes les temps, sinon ils arrêteront de respirer. Nous utilisons nos poumons pour respirer. Et certains requins utilisent une méthode appelée pompe buccale. Cela signifie qu'ils nagent la bouche ouverte. De cette façon, ils permettent à l'eau de circuler à travers leurs branchies, et donc d'en extraire l'oxygène. L'animal le plus dangereux de notre planète n'est pas un ours, un requin ou un tigre aux dents acérées. C'est quelque chose de beaucoup plus petit, le moustique. Non seulement il est extrêmement irritant, mais il transmet aussi des maladies graves comme la fièvre jaune, le paludisme ou la dengue. Chaque année, des centaines de milliers de personnes sont emportées par de telles maladies. Les moustiques surpassent également en nombre toutes les autres créatures à travers le monde, mis à part les termites et les fourmis.
Les grizzlies sont des animaux incroyablement forts, dotés d'une puissante morsure, capables d'écraser une boule de bowling. C'est pour cette raison qu'on ne les autorise justement pas dans les salles de bowling. Malgré cela, ce sont essentiellement de petits mangeurs. Ils sont assez forts pour faire de leur repas tout ce qu'ils rencontrent, y compris un bison, un élan ou un caribou. Mais ils aiment toujours grignoter leurs fruits, noix et autres baies, voire même une petite souris malchanceuse qui se perdrait pour finir dans la bouche du prédateur. Le taipan du désert est le serpent le plus venimeux de la planète. Nous le connaissons aussi sous le nom d'Oxyuranus microlepidotus. Il vit en Australie. Une seule morsure sécrète suffisamment de venin pour s'avérer fatale à au moins une centaine d'humains adultes. Et une demi-heure y suffit si vous n'avez rien pour traiter la morsure immédiatement. On dit que ces serpents sont le plus souvent timides et préfèrent se préoccuper de leurs propres affaires. Mais comme les autres animaux, ils attaqueront s'ils se sentent menacés ou provoqués. Il existe un type de tortue qui peut rester en vie pendant des mois sous la glace en respirant par son derrière. Quand il fait plus froid, certains animaux ne trouvent pas d'endroit sûr où demeurer. Ils doivent donc survivre aux conditions hivernales rigoureuses où qu'ils soient. Et tandis que les abeilles se mettent à l'aise dans leur nid et que les ours dorment dans des grottes, les tortues peintes n'ont d'autre choix que de rester dans leurs étangs gelés. Comme la glace limite leur accès à l'air, elles extraient directement l'oxygène de l'eau et respirent par leur derrière. Oui, j'avoue que ce serait bien pratique. Il est bien connu que les corbeaux sont des animaux incroyablement intelligents. Ils excellent dans la résolution de problèmes. Mais il semble qu'ils aiment également une impressionnante intelligence sociale. Ils sont très en phase avec leurs sentiments, ainsi qu'avec les émotions de leurs compagnons. Si un corbeau dans le groupe se sent morose, il est probable qu'il entraîne les autres aussi. Un vrai rabat-joie. Quand ils voient un oiseau qui n'aime pas certaines nourritures et l'exprime de manière très vive, ils perdent aussi tout intérêt pour leur propre nourriture. La crevette pistolet est l'un des animaux les plus bruyants au monde, quoiqu'elle soit minuscule. Seulement un mva, 900 mètres de long environ. Quand elle détecte une proie, elle ouvre sa grosse pince qui peut atteindre jusqu'à la moitié de la longueur de son propre corps et laisse entrer un peu d'eau. Ensuite, elle referme la pince très rapidement, ce qui projette un jet de bolus extrêmement puissant, de près de 100 km/h. Ces bulles peuvent étourdir, ou même terminer la proie que la crevette essaie d'attraper. Et quand les bulles éclatent, elles produisent une détonation surprenamment forte, de plus de 210 décibels. Les crocodiles sont encore plus effrayants que nous ne le pensions, car beaucoup d'entre eux peuvent galoper comme des cabris. Ils ont probablement hérité cette capacité de leurs anciens ancêtres crocodilomorphes, qui étaient aussi trapus que des chats, avaient de longues jambes, et pouvaient courir à une vitesse d'environ 18 km/h. Les plus petits crocodiles galopent le plus souvent quand quelque chose les poursuit. Mais les caïmans et les alligators n'ont évidemment pas besoin d'utiliser cette compétence. C'est vous qui êtes le plus susceptible de prendre vos jambes à votre cou quand vous les voyez.